Bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle. Thierry #Henry, épisode donc 121. Aujourd'hui donc on va parler des États-Unis, donc précisément donc comment créer sa société donc aux États-Unis, LLC ou Corporation. On va tout dire avec mon invité qui est un expert, qui est de plus de 19 ans, donc il aide les entrepreneurs à créer leur structure donc aux États-Unis. Il va nous dire même précisément à quel endroit. Donc je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Comment créer vite en ligne simplement. Grâce à Shopify, plus d'1 million d'e-commerçants dans le monde gèrent leur entreprise en ligne. Ils ont tous fait confiance à Shopify pour créer leur boutique. Shopify propose des thèmes gratuits et complets pour lancer ta boutique rapidement. Shopify s'occupe de tout, du marketing à des paiements, aux transactions sécurisées et à l'expédition. Tu vas aussi obtenir des conseils étape par étape pour t'aider à lancer et à développer ton entreprise en toute sécurité. Essaye pendant 14 jours sans risque avec le lien suivant thierry-henry.fr/shopify thierry-henry.fr/shopify SHOPIFY. Comment personnaliser donc les messages à tes clients grâce à Klaviyo, qui est donc mon nouveau partenaire. Donc c'est une plateforme de marketing pour les marques qui se concentrent sur la croissance dès le premier jour. Donc grâce à Klaviyo, tu vas pouvoir développer ta marque avec des expériences personnalisées par email, par SMS, donc qui évolue donc tous les jours. Comme tu connais le mobile, c'est quelque chose qui évolue tous les jours. En quelques secondes, tu vas libérer la puissance du marketing personnalisé pour ta boutique Shopify. Avec Klaviyo et Shopify, tu peux commencer à envoyer des messages plus personnels et mieux ciblés en quelques secondes. Klaviyo collectera et stockera de manière transparente toutes les données pertinentes sur tes clients afin que tu puisses les utiliser pour offrir des expériences mémorables, générer plus de ventes et créer des relations plus solides avec tes clients. Pour t'inscrire gratuitement et tester la plateforme, va sur thierry-henry.fr/KLA. Donc thierry-henry.fr/KLA. Donc de retour après avoir remercié le sponsor. Donc aujourd'hui donc j'ai Vincent Allard qui est donc situé au Delaware. Je pense que tu as déjà entendu si tu connais un peu les États-Unis. Un endroit spécial pour créer les structures. On peut le faire ailleurs comme il va le dire dans l'épisode en Floride et autres. Mais donc lui est spécialisé donc, aux États-Unis et il aime bien le Delaware, donc il va nous en parler. Nous parler de son expérience, on va aussi parler beaucoup parce que donc, l'épisode fait quasiment presque 2 heures. Et Vincent parle beaucoup mais parle bien, il donne des bonnes informations, on a eu vraiment un super échange, on s'est bien marré avant et après le podcast. Donc vraiment quelqu'un de sincère, il a écrit donc 2 guides pour aider donc, pour la création de la structure, pour la création d'une marque et aussi donc de l'ouverture de banque. Donc je mettrai tous les liens dans le show note pour aller, s'il le faut, donc sur Amazon pour en prendre les guides. Et puis donc si tu aimes l'émission, donc n'hésite pas à partager et à commenter. Je le répète, maintenant je repars sur un rythme plutôt cool où je fais une émission donc, par semaine. Peut-être comme ça là, parce que j'ai vraiment bien aimé cet échange, donc assez long, où on prend son temps avec un invité et on parle donc d'un sujet qui peut t'intéresser. Si tu as envie de partir toi demain aux États-Unis, quel que soit le président, parce qu'on en a parlé un peu en off, lui dit que ce soit Trump ou Biden, il vaut quand même mieux Biden, entre parenthèses. Ce qu'il disait, mais voilà, ça va rien changer sur l'entrepreneur, il faut y aller, il faut pas penser aux politiques, il faut juste penser au business. Donc voilà, reste bien jusqu'à la fin, comme je te dis, il y aura beaucoup donc, de choses hors business, plutôt développement personnel, gratitude, enfin on s'est bien marré, donc n'hésite pas à poser des questions et à mettre donc des petits pouces, quelle que soit la plateforme où tu es. Donc je te dis à tout de suite avec Vincent Allard. Salut Vincent, comment tu vas? Ça va bien, Thierry, et toi? Oui, très bien. Ah, j'adore entendre l'accent québécois. J'allais Moi, j'ai dire canadien, mais c'est j'ai pas aucun canadien. accent, moi. Ah Je n'ai aucun ben, accent. nous de Et nous, toi, tu as tout un accent, toi. on a un accent. Donc on est tous les deux avec un accent. Donc parfait. Exact. Ben Vincent, grand merci. On va parler en fin de compte des États-Unis. Donc précisément donc de où investir, enfin où investir plutôt, où créer sa société et peut-être investir après. Hein. Même si toi tu es basé à Delaware, on va peut-être plus parler un peu de Delaware parce que tu penses que c'est intéressant. Puis aussi les autres États, hein, selon donc les types de business. Donc avant ça, je vais te laisser te présenter et ensuite on va partir sur les questions business et États-Unis. Parfait, Thierry. Alors, mon nom est Vincent Allard. Je suis un avocat québécois qui a pratiqué au Québec le droit des affaires pendant 18 ans. En 1999, j'ai décidé d'immigrer aux États-Unis avec mon épouse de l'époque qui était américaine. Donc, ça a été quand même assez facile d'obtenir la green card pour les enfants et moi-même. Alors, donc, on a immigré en janvier 1999 et le 1er septembre 2001, j'ai lancé Corpomax, qui est une société qui offre des services de création de sociétés américaines et de dépôt de marques américaines. Alors, j'ai lancé ça le 1er septembre 2001
10 jours avant le 11 septembre 2001. Donc, en matière de timing, je ne suis pas un expert. Alors, pendant 6 mois, la Terre ne tournait plus, il n'y a rien qui se passait. Mais pendant ce temps-là, j'en ai profité pour peaufiner mon site web qui était naissant. Et après ça, ça a commencé avec un dossier, un deuxième. Et aujourd'hui, on a des milliers et des milliers de clients dans plus de 52 pays. Alors donc, c'est une entreprise familiale. Je travaille avec mon épouse, avec ma fille. Et bientôt, lundi, mon ex-épouse va se joindre à nous. Ah oui. On est en bon terme. Et donc, c'est une entreprise familiale et on a énormément de clients étrangers. Je vous dirais que 95% des clients sont à l'étranger, majoritairement en Europe. Grande majorité de francophones. Et d'ailleurs, j'ai l'immense bonheur de gagner ma vie en langue française aux États-Unis depuis plus de 19 ans. Alors donc, aujourd'hui, je viens de lancer aussi 3 livres pour les entrepreneurs qui désirent faire des affaires aux États-Unis. Alors, les 3 livres sont en vente partout, sur Amazon, Fnac, etc., sur le lancement d'entreprise aux États-Unis. Encore là, absolument nul en matière de timing. Je les ai lancés à la date anniversaire de Corpomax, soit le 1er septembre 2020, en pleine pandémie. Alors, s'il vous plaît, en matière de timing, ne me contactez pas. En plus, non, il y a 2 timings. Il y a pendant la pandémie, mais il y a aussi pendant les élections et les gens peuvent se douter, se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être Trump ou Biden? Est-ce que c'est bien d'aller aux États-Unis? Donc, les gens peuvent avoir un peu peur. Ça dépend après des business. Donc, mais je pense pas. Ouais, mais je pense pas parce qu'un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Alors, je veux dire, si on était en Corée du Nord, ça serait peut-être différent. Mais là, les gens vont continuer à faire des affaires aux États-Unis. Il y a quand même des opportunités pour les entrepreneurs. Alors, je pense que les dirigeants, c'est au niveau politique, mais pour les entrepreneurs, je pense que ça ne fera pas une énorme différence. Bon, au moins tu rassures et tu dis aux gens qu'il faut quand même y aller. Moi, pourquoi je t'ai contacté? Parce que je suis tombé sur ton livre, lesquels je mettrai les liens, les 3 livres, sur Amazon. Et en plus de ça, donc, là, on est là en actualité donc, aux États-Unis, donc tant qu'à faire. Et puis, comme je t'ai dit, moi, j'ai une activité Amazon FBA qui commence en France, mais je pense déjà aux États-Unis et aux autres pays. J'ai eu des contacts avec d'autres personnes qui parlaient plutôt offshore. Donc là, on ne parle pas d'offshore, en fait, on parle vraiment de s'installer. Parce que c'est vrai que souvent, les gens disent, on parle le mot offshore, mais ce n'est pas vraiment le terme. Là, toi, tu vas nous parler de venir s'installer, créer et faire du vrai business ici. Ce n'est pas juste pour ne pas payer d'impôts, entre parenthèses. Hein. C'est vraiment aussi pour avoir une activité dans le pays. Ce n'est pas juste pour avoir une structure et pour aller faire du business dans le monde entier. C'est que la notion, le mot offshore, ça ne s'applique pas à une société. Alors, on ne crée pas une société offshore. On voit souvent ça dans les blogs, sur YouTube, mais ça n'existe pas une société offshore. Ce qui existe, c'est une société. Mais elle peut être offshore pour certains et domestique pour d'autres. Alors, moi, je crée une société au Delaware. Pour moi, c'est une société domestique. D'accord? Donc, elle est créée au Delaware. Mais si c'est un Français, par exemple, qui crée une société au Delaware, donc pour lui, c'est une société offshore, c'est-à-dire une société à l'extérieur de son pays. Alors, c'est pour ça que la notion de offshore, ça dépend. C'est sûr que ça a souvent une connotation négative. Hein? Offshore, ça veut dire pas payer d'impôts. Mais encore là, la question de payer de l'impôt ou pas, ça, c'est vraiment le choix de chaque personne, avec bien sûr les conséquences qui en découlent. Mais le mot offshore en tant que tel n'apparaît même pas sur notre site Web, même si on a plusieurs clients qui vont créer des sociétés, entre guillemets, offshore. Mais nous, on crée des sociétés américaines. Souvent, je me compare Corpomax à un vendeur de couteaux. Alors, nous, on vend des couteaux. Il y a des gens qui vont acheter un modèle de couteau pour couper leur steak. Il y a d'autres personnes qui vont acheter le même modèle de couteau, mais peut-être pour couper leurs voisins. Moi, je ne sais pas. Nous, on vend des couteaux. Alors, ce que vous allez faire avec les couteaux, ça ne nous concerne pas. Nous, on crée des sociétés américaines. C'est notre mission depuis 19 ans. Pourquoi, en fin de compte, comme tu as aussi un bon recul, actuellement, donc en 2020, donc je vais te poser 2 questions. Malheureusement, c'est souvent mon cas, même des fois 3. Avec ton recul, donc tu vas me dire pourquoi en général les francophones et les Français viennent te voir et pourquoi ils veulent créer, pour quel type de structure. Et en 2020, pourquoi on devrait nous venir créer un business ou une structure aux États-Unis ou au Delaware? Les gens, premièrement, vont venir voir Corpomax ou Vincent Allard parce qu'on parle français. Ça, je vous le dis, 95% de nos clients sont francophones. Donc, la langue est un point commun et la barrière de la langue fait que les gens vont faire confiance à ceux qui parlent leur langue ou du moins vont comprendre plus aisément ce qui en retourne. Et c'est pour ça, c'est un peu l'idée des 3 livres.
Les 3 livres, je les ai écrits, j'appelle ça plus des guides pratiques que des livres. Ce n'est pas des romans, ce sont vraiment des guides pratiques qui ne sont pas très épais, mais je pense qu'ils sont pleins de bonnes informations. Et je les ai écrits en français et après ça, je les ai traduits en anglais. Alors, donc, c'est pour donner l'information de ce qui se passe aux États-Unis au niveau corporatif pour les francophones. Pourquoi ils vont venir créer aux États-Unis? C'est parce qu'il y a des opportunités. Et pourquoi au Delaware? Vous savez, il y a 50 États, donc on peut créer notre société dans n'importe lequel des 50 États. Mais le Delaware est de loin le numéro 1. Et ce n'est pas parce que j'y habite, ce n'est pas parce que Corpomax y est situé. Ça n'a aucun rapport. On crée des sociétés dans tous les États américains. Mais la grande majorité des sociétés sont créées dans l'État du Delaware. Pourquoi? Il y a plusieurs avantages de créer au Delaware. Premièrement, une société créée au Delaware qui n'a pas de place d'affaires physique aux États-Unis, généralement ne paie aucun impôt au Delaware. Alors, on a toujours l'impôt au niveau fédéral qui s'applique indistinctement des États, mais au niveau des États, si on crée une société au Delaware, on ne paye pas d'impôt au Delaware, sauf si on a une place d'affaires physique, comme exemple Corpomax. Toutefois, si on crée une société dans l'État de New York, ou en Floride, ou en Californie, au Texas, au Nevada, du seul fait de la création dans l'État, on est sujet à l'impôt de l'État et on doit faire une déclaration fiscale. Alors, c'est pour ça que ça peut avoir du sens de créer dans un État dans des circonstances très particulières. Alors, le jeune entrepreneur qui désire lancer une entreprise de dropshipping, par exemple, donc, ça veut dire que lui ou elle n'a aucune présence physique aux États-Unis, n'a aucun employé aux États-Unis, n'a aucune place d'affaires aux États-Unis. Alors, pour lui ou elle, ça a du sens de créer au Delaware. Parce Mais ça a du sens, excuse-moi de te couper, si on veut être sur le marché US, parce que si on est sur le marché français, on crée en France, ça sert à rien de créer au Delaware. Encore là, ça dépend. On a plusieurs clients qui vont créer au Delaware, mais qui ne font pas d'activité sur le sol américain. Et ça, il peut y avoir plusieurs motifs. Un des motifs, c'est pour donner une image américaine à leur société qui fait affaire avec des gens en Europe, tout simplement. Alors, ils veulent donner cette image-là pour différentes raisons. Il y en a d'autres qui aiment peut-être l'anonymat que procure une LLC au Delaware. Ça ne devrait pas être le premier motif, mais il y en a, c'est le motif. Alors donc, ça dépend. Les gens ont leur propre motif et nous, notre mission, ce n'est pas d'être des psychologues corporatifs, c'est de créer des sociétés aux États-Unis. Alors, c'est pour ça. Alors, il y a des gens qui veulent faire affaire aux États-Unis, il y a des gens qui veulent se donner une image américaine pour faire affaire ailleurs dans le monde, et il y a des gens qui veulent faire des choses peut-être plus louches que d'autres. Nous, ce n'est pas notre mission. Comprenez-vous? Ouais, parce qu'en général, moi, j'ai entendu aussi que le Delaware, moi, je l'ai connu parce que je connaissais, enfin, je connais toujours, je suis même partenaire avec eux. Une société américaine qui s'appelle ClickBank, qui est dans les produits numériques, qui était là-bas. Oui, absolument. Je crois qu'elle n'y est plus, hein, mais je crois qu'elle est partie, mais je ne suis pas sûr. Je l'ai connu comme ça et dans d'autres films sur la finance. Mais le Delaware souvent aussi peut faire peur, comme un peu le Luxembourg ou ici, enfin, d'autres pays où on sait que quand on est là-bas au Panama, on se dit, ah, si on est là-bas, c'est qu'on fait de la magouille. Est-ce que tu n'as pas eu des fois l'effet inverse où les gens se sont dit, mais si on crée là-bas, ça va nous créer une mauvaise réputation, vaut mieux aller en Floride ou en Californie ou je ne sais où. Oui, mais c'est pas encore là, il faut faire attention aux rumeurs. Ce que certaines autorités fiscales étrangères n'aiment pas, c'est qu'au Delaware, le registre du commerce est muet sur l'identité des actionnaires de la LLC ou de la corporation, et dans le cas d'une LLC, est muet sur l'identité des administrateurs. Vous savez, on pourrait comparer, par exemple, le registre du commerce en France avec le registre du commerce au Delaware. Le registre du commerce en France, selon nos clients français, il y a absolument tout. Il manque juste 2 choses, et selon eux, ils vont l'ajouter bientôt, c'est l'ADN et le type sanguin. Au Delaware, c'est le contraire. Il n'y a rien. Il y a le nom de la société, il y a le nom de l'agent agréé, ce qu'on appelle Registered Agent, et on a l'adresse de l'agent agréé au Delaware. C'est tout. Alors, on ne sait pas qui sont les administrateurs, on ne sait pas qui sont les actionnaires, on ne sait pas qui sont les officiers. Et ça semble indisposer certaines autorités fiscales étrangères. Pourtant, 60% des grandes sociétés américaines sont toutes créées au Delaware, et pas pour ce motif-là. Elles sont créées au Delaware parce que la loi corporative protège énormément les actionnaires et administrateurs, parce que la jurisprudence établie depuis près de 200 ans est très égale. Il n'y a pas de variation soudaine de la jurisprudence.
Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas d'impôt si vous n'avez pas de place d'affaires physique au Delaware. Alors, il y a plusieurs avantages d'être au Delaware, mais malheureusement, il y a cette rumeur de paradis fiscal. Écoutez, si c'était un paradis fiscal, je ne paierais pas d'impôt au Delaware. Or, je paye des impôts au Delaware. Ouais, mais Donc, t'en payes quand dans même. mon, T'en payes dans quand mon cas, ben, je pense que la fiscalité aux États-Unis est la même pour tout le monde au niveau fédéral. Et au niveau du Delaware, je paie des impôts. Donc, c'est pour ça que, par contre, il n'y a pas de TVA. Alors, il n'y a D'accord. aucune TVA au Delaware, mais ce n'est pas le seul État où il n'y a pas de TVA. Il y a 4 autres États où il n'y a pas de TVA. Alors, donc, c'est pour ça que ça dépend. Alors, c'est une question de perception. Alors, le client qui me dit, je désire créer une société aux États-Unis, mais je ne veux pas que ça soit au Delaware parce que j'ai peur d'une vérification fiscale si la société est créée au Delaware. Pourtant, ça ne devrait pas être un motif parce que si la personne, on peut créer dans n'importe quel État. Hein, on crée dans l'État de New York ou Texas ou ailleurs. Mais n'oubliez pas, dès que vous créez une corporation dans n'importe lequel des autres États, vous êtes immédiatement fiscalisé dans l'État, ce qui n'est pas le cas au Delaware. Alors, c'est pour ça que ça dépend des cas. Alors, quand un client me fait parvenir un formulaire de commande, je l'appelle, on a toujours une conversation avant que je lui envoie un devis parce que je veux savoir ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut une place d'affaires physique? Est-ce qu'il n'en veut pas? Est-ce qu'il va avoir un employé? Est-ce qu'il n'en aura pas? Est-ce qu'il veut faire du dropshipping? Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Ouais, donc Alors, c'est sûr que s'il me... c'est au cas par cas, ça dépend en fin de compte. Exactement, parce qu'il y en a qui me disent, écoute, Vincent, j'aimerais cesser de payer des impôts en France. Et quel montage devrais-je faire? Systématiquement, je leur dis, écoutez, je ne suis pas un avocat fiscaliste, je suis un avocat corporatif. Chez Corpomax, on ne fait pas de montage. On crée des sociétés américaines. Voyez-vous? Alors, si vous voulez faire un montage fiscal, si vous voulez minimiser vos impôts, je ne suis pas la bonne personne. Vous demandez à un plombier comment réparer un problème électrique. Je ne suis pas la bonne personne. Nous, on crée des sociétés américaines. Et c'est très important parce qu'il y a toute une dimension fiscale. C'est sûr, c'est évident, qui est très importante. Alors, je les réfère systématiquement vers des fiscalistes ou des experts en fiscalité américaine. Et les meilleurs experts. Et surtout en France, parce que moi, je te coupe encore, mais ça va arriver encore beaucoup. C'est qu'en France, malheureusement, les gens ne comprennent pas. C'est que dès qu'on a une domiciliation et qu'on reste plus de 6 mois en France, qu'on peut être dans tous les pays, avoir 10 structures à Hong Kong ou ailleurs, on paiera les impôts en France parce qu'on a fait 6 mois et quelques jours en France. Et que souvent aussi, quand on est comme moi avec des enfants, s'ils sont scolarisés en France, les impôts vont dire, bah là, tu es français parce que tes enfants sont en France, donc c'est aussi stupide que ça. Donc, dans ces cas-là, il faut totalement partir du pays, donc aller vivre au Delaware, si on peut, ou aller vivre ailleurs. Mais parce que les gens ont toujours un problème avec ce mot offshore, partir. Si on ne veut pas payer, il faut partir du pays complètement, ou revenir 2, 3 mois, 4 mois, mais il ne faut pas rester, il ne faut pas être domicilié dans le pays. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc, on va faire un petit rebond parce qu'il y a plein de choses à dire. Parce que tu as parlé donc, des agents agréés, on va en parler après. Est-ce que tu peux... Avant que tu changes de sujet, c'est qu'il y a une chose que je ne comprends pas. Une chose que je ne comprends pas, c'est la fiscalité européenne, peut-être en général, mais française en particulier. Parce qu'on a beaucoup de clients français. On a des clients qui commencent et on a des très, très grosses firmes françaises qui ont pignon sur rue. Bon. Mais la chose que je ne comprends pas, c'est selon ce que me disent les entrepreneurs français, c'est que c'est une tare d'être un entrepreneur en France. C'est mal vu d'être un entrepreneur en France. C'est mal vu dans un cocktail d'être un entrepreneur en France. Et tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs français veulent quitter la France. Et il y en a énormément qui quittent. Il y en a beaucoup qui s'en vont à Malte. Il y en a beaucoup qui s'en vont dans d'autres juridictions. Parce que selon nos clients, la fiscalité tue carrément le désir d'entrepreneuriat des Français. Alors, ce sont les Français, il y a 19 ans, qui m'ont appris le mot défiscalisation, un mot que je ne connaissais même pas à l'époque. Et j'ai compris en partie le système fiscal français en écoutant le dîner de cons. Et les Français m'ont dit que c'était même pas exagéré. Alors, je ne juge pas le système fiscal français, mais ce que je trouve triste, c'est de voir tant de jeunes et moins jeunes entrepreneurs français vouloir quitter la France pour justement réussir à survivre au niveau fiscal. Mais comme je vous dis,
il y a plusieurs motifs pourquoi une fiscalité dans une juridiction est plus élevée. Par exemple, en France, vous avez d'extraordinaires hôpitaux, vous avez un filet social qui est excessivement serré. Aux États-Unis, notre filet social, il est presque transparent. Il n'y en a presque pas de filet social. Ben Alors, c'est pour ça que… avec la crise, on l'a senti, oui. Ben, c'est ça. Alors, donc, c'est pour ça que, vous savez, comparer les juridictions, ce n'est pas évident. Et en plus, ce n'est pas notre rôle. Mon rôle à moi, c'est de créer, je le répète, c'est de créer des sociétés américaines. Bon, Alors, on va rester dessus. Et moi, je vais juste répondre à ta question, parce que c'est vrai que j'ai répondu un peu rapidement, parce que moi, ça fait 17 ans que je crée. Donc, j'ai commencé en 2003. Et c'est vrai que l'image était différente. Donc, l'image est plutôt, mettons, plus cool pour les entrepreneurs, donc les petits entrepreneurs. Mais c'est vrai que pour les gros patrons, et même moi je dis la vérité, je suis un entrepreneur, mais quand on parle des grands patrons, pour moi, c'est les gens qui ont fait des grandes écoles et qui font des magouilles, tu vois. C'est bizarre. Il y a des très bons patrons, mais en France, on a beaucoup aussi de mauvaises images des patrons. Mais moi, c'est l'image parce que pour moi, c'est des entrepreneurs, mais souvent, c'est des intra-entrepreneurs. C'est un peu différent. Donc, l'entrepreneur classique, on commence à avoir une meilleure image parce que c'est à la mode et que tout le monde veut devenir entrepreneur. Attends, ça paraît facile à cause d'Internet, ce qui est faux. C'est pas si facile que ça. Mais les patrons, oui, on a toujours une mauvaise image des patrons parce que là, dernièrement, on a eu un patron qui a fait des magouilles, qui est parti dans différents pays. Bon, je ne vais pas juger. Donc, voilà. Donc, c'est un peu normal. Mais après, la fiscalité, on le sait, on est taxé. Donc, maintenant, mais comme ce matin, c'est marrant, j'ai écouté un podcast de Robert Kiyosaki qui parlait de ça, qui parlait des Américains qui veulent maintenant partir du pays, même si, bon, pour eux, c'est pire parce que même s'ils partent, tant qu'ils gardent la nationalité américaine, ils paieront des impôts partout. Donc, bon, c'est une parenthèse. Mais ce matin, par hasard, j'ai écouté un podcast de Robert Kiyosaki qui parlait de ça, de la Malaisie, de partir, lui-même qui est américain, sortir du pays parce qu'il en a marre. Et il parlait de Porto Rico et tout ça. Donc, comme quoi, tout le monde y pense que le monde devient plus petit et que c'est vrai que maintenant, on peut se dire pourquoi, quand on est en ligne et quand on a un service, pourquoi rester dans un pays et qu'on peut aller ailleurs. Mais bon, j'ai digressé, excuse-moi. Tu vas nous parler, je crois quand on va venir créer avec toi ou aux États-Unis, il y a, je crois, 3 ou 4 structures qu'on peut créer. On t'a parlé de la LLC, mais il y en a d'autres, je crois. Oui, mais en général, OK, encore là, c'est basé sur les 19 dernières années. En général, les gens vont créer soit une corporation, soit une LLC. OK? Alors, tout à l'heure, tu parlais de la question de vivre plus de 6 mois en France et tout. Ça s'applique à l'individu. Si on choisit, exemple, aux États-Unis, une corporation, c'est un être incorporel qui existe par lui-même et qui paie ses impôts. Alors, la corporation américaine paie ses impôts sur ses revenus mondiaux. C'est la corporation qui fait les revenus, c'est la corporation qui fait les profits, c'est la corporation qui paie ses impôts. OK? Alors là, je ne sais pas si ça a une incidence sur les Français qui sont actionnaires d'une corporation américaine. La corporation paie ses impôts. Alors, n'oubliez pas, je ne suis pas fiscaliste. Je vous donne juste des grandes lignes, toujours sujet à validation pour votre cas particulier. Alors, la corporation paie ses impôts sur ses revenus mondiaux. Elle n'a aucune place d'affaires aux États-Unis. Elle n'a aucun employé aux États-Unis. Elle n'a aucune source de revenus américaine. Malgré tout, une corporation américaine paie ses impôts sur ses revenus mondiaux. Il faut retenir ça. La deuxième forme de société qui est excessivement populaire, non seulement chez les Américains, mais aussi chez les étrangers, c'est la LLC, qui veut dire Limited Liability Company. LLC pour nous, je crois, parce que j'ai un peu travaillé et j'avais déjà l'info, je crois que LLC chez nous, c'est comme une SARL. SARL ou EURL. Corporation, je crois que c'est plutôt une ancienne SA. Parce qu'on avait SA, on en a moins maintenant. Mais SA, c'est vraiment la grosse structure, un peu plus grosse que la LLC. Mais bon, peut-être que je me trompe. OK. Je ne peux pas confirmer. On a des clients dans 52 pays. Ils ont chacun leur structure juridique. Je ne peux absolument pas confirmer. On ne fait pas de droit comparé. On ne peut pas comparer. Mais la LLC, c'est encore là une entité juridique qui existe par elle-même, qui a des droits et des obligations. La grande différence, c'est qu'elle ne paie pas d'impôts. OK? De façon générale, une LLC ne paie pas d'impôts. Ce sont les actionnaires de la LLC, qu'on appelle des membres, qui paient les impôts de la LLC dans la proportion des unités qu'ils détiennent dans la LLC. Alors Thierry, toi et moi, on a une LLC au Delaware et je possède 40%, tu en possèdes 60%. La LLC fait des revenus, la LLC fait des profits. Alors toi, tu vas payer de l'impôt au niveau personnel sur 60% des profits et moi sur 40% des profits. Alors c'est la façon que ça fonctionne. En droit fiscal américain, on appelle ça une disregarded entity. Ça veut dire une société transparente. Ça veut dire qu'elle n'est pas taxée au niveau de la société, elle est taxée au niveau des individus ou des sociétés qui en sont actionnaires. Parce qu'une corporation peut être actionnaire d'une LLC. Une LLC peut être actionnaire d'une autre LLC. Alors, il y a plein de montages qui peuvent être faits comme ça. Mais de base, une LLC
ne paient pas d'impôts. Toutefois, il est possible de demander au IRS, donc Internal Revenue Service, donc l'organe fiscal américain, que la LLC soit traitée comme une corporation au niveau fiscal. Alors ça, il peut y avoir des situations où, justement, les dirigeants de la LLC désirent qu'elle soit traitée comme une corporation au niveau fiscal. Parce qu'une LLC au niveau fiscal est réputée avoir distribué tous ses bénéfices à la fin de l'année. Elle ne peut pas les reporter d'une année ou les conserver. Quelqu'un va être taxé sur les bénéfices à la fin de l'année. Tandis qu'une corporation, elle peut décider de ne pas déclarer de dividendes et de conserver l'argent dans ses coffres. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dirais, Thierry, que le professionnel le plus important, il y en a trois, hein, mais le plus important des trois, c'est l'expert en fiscalité américaine. Et de loin, je te donne deux exemples. Deux exemples, je pense, qui vont frapper l'imaginaire. Les gens vont le retenir. En France, peut-être que vous ne le savez pas, vous avez environ 4 taux de taxes de vente, 4 taux de TVA. Le principal taux étant établi à 20 %. Au Canada, ils ont 10 taux de taxes de vente. Oui. Aux États-Unis, il n'y a pas de TVA au niveau fédéral. Il y a une TVA au niveau des États, des comtés, des villes et des commissions de transport. Donc, on peut acheter le même produit dans 4 magasins différents de la même chaîne, dans le même État, et on va payer 4 taux de TVA différents. OK? Aux États-Unis, on estime que toute juridiction confondue, il y aurait plus de 55 000 taux de TVA différents. Wow. Ça vous prend un fiscaliste quand vous faites affaire aux États-Unis. Deuxième chose, le IRS, l'organe fiscal américain, est un organisme gouvernemental qui ne vous écrit jamais ou presque jamais. Il vous écrit quand il y a un problème. Alors, vous produisez votre déclaration de revenus, vous ne recevez aucun accusé de réception. Vous faites votre paiement des impôts, vous ne recevez aucun accusé de réception. Ils encaissent votre paiement et c'est tout. Les problèmes commencent généralement quand vous recevez une lettre du IRS. Si vous ne donnez pas suite à une lettre du IRS dans le délai prescrit dans la lettre, vous avez une amende automatique de 10 000 non négociable. Alors, le professionnel le plus important pour un entrepreneur étranger qui veut faire affaire aux États-Unis, c'est, et de loin, l'expert en fiscalité américaine, idéalement dans son pays de résidence, ou du moins un expert en fiscalité américaine qui a lu au moins 10 fois la Convention fiscale France-États-Unis. Très, très important. Le deuxième professionnel le plus important qu'on fait affaire aux États-Unis, c'est l'avocat en immigration et visa de travail américain. Le douanier américain et le douanier français ou le douanier canadien sont deux espèces complètement différentes. Le douanier canadien est un agent percepteur fiscal. Il est là pour percevoir des taxes fondamentalement. Le douanier américain n'a aucune TVA à percevoir parce qu'il n'y a pas de TVA au niveau fédéral. Le douanier américain est un agent antiterroriste. Si le douanier décide que vous ne rentrez pas aux États-Unis, vous ne pourrez pas dire « je vais parler à ton patron ». Il n'y a aucun palier d'appel. Alors, vous arrivez à New York, si vous êtes refusé, vous retournez par le prochain vol. C'est comme ça que ça fonctionne. Leur mission est très, très différente. Alors, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de savoir quoi dire au douanier quand on est un entrepreneur, quoi apporter comme document, quel visa obtenir, parce qu'il y a des visas qui existent pour les gens d'affaires qui vont aux États-Unis. Et c'est pour ça que l'avocat en immigration et visa de travail est très, très, très important. Il faut savoir une chose. Quand un Canadien traverse la douane américaine, au moment où il parle au douanier, le douanier, en 15 secondes, va avoir le résultat qui est émanant de 6000 bases de données interconnectées. OK? Alors donc, il a connaissance de plus sur vous que vous-même. Alors dites-vous qu'il faut montrer patte blanche et il ne faut pas avoir peur. Il faut juste se renseigner avant et savoir quels sont nos droits. Le fait de créer une société aux États-Unis ne vous accorde aucun droit au niveau de l'immigration ou du visa de travail. OK? De base. Alors, ce n'est pas parce que vous créez une société que vous pouvez arriver à la douane américaine et dire « je viens travailler pour ma société américaine ». Non. Vous allez être rejeté, vous allez être refusé. Par contre, le fait d'avoir une société américaine peut faire que vous allez pouvoir obtenir un type de visa quelconque
Et c'est pour ça qu'il y a des avocats en immigration et visa de travail qui peuvent vous aider. Et le troisième professionnel le plus important, mais là, je pense dans la liste, c'est peut-être le moins important, mais c'est l'exemple Corpomax, donc celui ou la société qui va vous accompagner au niveau corporatif, c'est-à-dire créer votre société américaine. Nous, on obtient le numéro fiscal EIN, qui est essentiel pour faire des affaires aux États-Unis, qui est essentiel pour ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. On va offrir un service de domiciliation, donc ça vous permet d'avoir une adresse réelle, physique aux États-Unis. Dans certains cas, on peut même vous permettre l'ouverture d'un compte bancaire. Dans certaines circonstances, on peut faire en sorte que le client peut avoir un compte bancaire dans une grande banque américaine. On fait absolument pas affaire avec des banques à l'extérieur des États-Unis. Votre société du Delaware désire engager quelqu'un en Floride. On va obtenir l'autorisation pour votre société du Delaware de faire affaire en Floride. Et ça m'amène au point suivant. Vous dites, moi, j'aimerais ça acheter un immeuble en Floride. Je n'ai aucune intention d'avoir des immeubles ailleurs aux États-Unis. Je veux uniquement un ou plusieurs immeubles en Floride qui vont me rapporter des revenus. Dans un tel cas, je vais dire à la personne qui m'a envoyé un formulaire de commande, ça peut avoir du sens de créer une société directement en Floride. Il n'y a pas d'avantage de créer au Delaware dans votre cas parce que c'est sûr que vous allez payer des impôts en Floride sur les revenus que vous allez faire avec votre immeuble. OK? La personne a 85 ans et elle a habité toute sa vie dans la ville de New York et avant de mourir, elle veut ouvrir une pizzeria au coin de sa rue. Cette personne-là n'a pas besoin d'avoir une société créée au Delaware. On va créer une société directement dans l'État de New York. Un jeune Français désire lancer une campagne de financement Kickstarter parce qu'il a un projet d'émigrer en Californie et de faire des films en Californie, d'engager des Californiens, etc. Ça peut avoir à ce moment-là du sens de créer une société en Californie. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça que dans certaines circonstances, on va créer dans un État particulier. Mais en règle générale, c'est vraiment au Delaware que ça se passe. Donc, ça reste Delaware. En fin de compte, ouais, tu m'avais prévenu que tu parlais beaucoup, mais là, tu m'as dit que tu as fait quasiment toutes les questions. Donc, bon, je vais quand même chercher des questions. Il n'y a pas juste les Français qui parlent beaucoup, hein, les Québécois expatriés aussi. Donc, on va reparler parce que là, tu as un peu effleuré toutes les questions que j'avais. Donc, c'est bien. Donc, l'ARS, je précise pour les gens, en fin de compte, c'est les impôts. Hein, parce qu'on en a dit ARS. Moi, je parle anglais, donc je connais le mot, mais j'écoute souvent. Mais ARS, c'est les impôts en France, on va dire. Après, tu as parlé de... Oui, donc, tu as parlé de corporation. Donc, bon, toi, en fin de compte, tu parles plus de... Et beaucoup de gens, quand je parle, ils parlent plus de LLC que de corporation. Quel est le meilleur pour toi entre les deux? Je ne pense pas que c'est une question de meilleur. Je pense que c'est une question, encore là, de situation particulière. Si on y va avec des statistiques, en 2019, l'État du Delaware a créé 226 000 nouvelles entités. 72% sont des LLC. C'est excessivement populaire auprès des Américains parce que les Américains qui créent une LLC sauvent un palier d'impôt. Alors, il y a un palier d'impôt qui ne s'applique pas à eux parce que la LLC ne paye pas d'impôt. Alors, donc, déjà, ils sauvent un palier d'impôt. Pour les étrangers, souvent, la LLC est aussi très intéressante parce que le fonctionnement de la LLC est beaucoup plus léger, beaucoup moins rigide que celui d'une corporation. Il n'y a pas d'obligation de tenir des assemblées annuelles. Il n'y a pas d'obligation d'avoir des procès-verbaux ou des résolutions par écrit. Alors, le fonctionnement est beaucoup plus léger. Et c'est pour ça que, tu sais, la LLC, c'est de création assez récente aux États-Unis. Ça a commencé au Wyoming en 1977 et maintenant, en 2020, la LLC est disponible dans tous les États. Mais c'est excessivement populaire auprès des Américains, auprès des étrangers. C'est pour ça. Mais encore là, ça dépend dans certaines circonstances. Par exemple, je te donne un exemple. Une corporation canadienne désire créer une filiale aux États-Unis. Elle a le choix entre une corporation et une LLC. Si elle choisit une corporation, il n'y a pas de souci, tout fonctionne bien et c'est prévu dans la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Toutefois, si la corporation canadienne décide de créer une LLC comme filiale, ça va entraîner un taux combiné d'impôt de 80 %. Wow. Pourquoi? Parce que la LLC en droit fiscal canadien est l'égale d'une corporation. Mais en droit fiscal américain, c'est une société qui n'existe pas. C'est une société transparente.
Ce n'est pas une corporation. Et ce n'est pas réglé dans la convention fiscale entre les États-Unis et le Canada. Alors, selon les fiscalistes, n'oubliez pas, je ne suis pas fiscaliste, retenez ça. Mais les fiscalistes, c'est ce qu'ils nous disent. Alors, c'est pour ça qu'on ne crée jamais une LLC comme filiale d'une corporation canadienne. On crée toujours une corporation. Alors, je vous dirais que ça dépend des situations, mais en règle générale, je peux vous dire que 95% des clients de Corpomax sont des étrangers. 99% choisissent la LLC. Et souvent, ça nous en parlait, là. C'est sûr que si, par exemple, un client canadien veut créer une filiale pour sa société, sa corporation canadienne veut créer une filiale aux États-Unis et qu'il choisit la LLC, c'est sûr que je vais lui dire, ce n'est pas un bon choix, renseigne-toi un fiscaliste, il va sûrement te confirmer que tu devrais créer une corporation. Ça, c'est sûr que c'est le réflexe que je vais avoir, mais ça va être mon seul réflexe fiscal, hein? Mais, alors, c'est pour ça. Mais sinon, la LLC est excessivement populaire. Enfin, par rapport à ce que tu viens de dire, ça semble plus par rapport à la facilité de création, comme en France, souvent, c'est un peu les mêmes cas. Mais par rapport, imaginons qu'on veut créer plusieurs LLC. Est-ce qu'il vaut mieux pas créer d'abord une corporation pour mettre les LLC dedans? Ça, c'est une question d'origine fiscale. Ça D'accord. dépend. Ça dépend parce que les LLC peuvent être membres d'une LLC. Ça Je ne dépend. pas avec ça, alors c'est pas Non, ouais. non, mais c'est parce qu'il y a des experts. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des experts. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. On a des experts en fiscalité américaine qui parlent français couramment. On a des avocats en immigration de visa de travail qui parlent français. C'est pour ça que moi, je suis un francophone, mais je suis aussi un francophile. Et j'adore gagner ma vie en langue française. Tu sais, chez Corpomax, tout le monde parle français, hein? Tout le monde parle français. De toute façon, c'est une obligation. Je ne peux pas engager quelqu'un qui ne parle pas français. Alors ici, on gagne notre vie en langue française, on parle avec les gens en langue française et c'est absolument le bonheur total pour nous et j'espère pour eux. Alors c'est pour ça, on a des ressources francophones pour ceux qui veulent faire affaire aux États-Unis. Et c'est pour ça que mes 3 livres servent entre autres à ça. Vous avez maintenant de l'information sur le lancement d'entreprises aux États-Unis en langue française de façon articulée dans 3 livres. Alors, le premier, comment lancer votre entreprise aux États-Unis. Le deuxième, c'est comment nommer votre entreprise aux États-Unis. Et le troisième, c'est comment ouvrir votre compte bancaire aux États-Unis. Ça tombe bien, c'était les questions qui allaient venir. C'est ça, mais laisse-moi parler un peu du deuxième. Comment nommer votre entreprise aux États-Unis. Attends 30 secondes avant ça. Vas-y. Je vais oublier, parce que j'avais posé la question. Parce que tout à l'heure, tu nous as développé 3 partenaires à avoir. Parce que souvent, j'ai vu aussi encore une vidéo aujourd'hui d'un partenaire, quelqu'un que je connais un peu, qui disait qu'on peut créer une société tout seul. Bon, lui, je pense c'est une grande personne, il s'y connaît, il a fait les recherches. Toi, tu as des services. Mais j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait quand même, comme tu as dit, donc un avocat donc, en immigration et aussi donc un expert en fiscalité. Quel que soit le cas, même si on ne veut pas habiter là-bas, on veut juste créer la structure, il faut quand même avoir une personne qui est dans la fiscalité et dans l'immigration. La réponse, c'est non pour l'avocat en immigration. Alors l'avocat en immigration, visa de travail, si vous n'allez pas aux États-Unis, ce n'est pas requis. Par contre, au niveau fiscal, moi, je suggère vraiment que vous consultiez, peut-être après la création, mais au moins consulter un expert en fiscalité américaine. Et nous, on a toute une liste de fiscalistes américains, d'experts en fiscalité qui parlent français. Le problème auquel on fait face souvent, c'est la disparité entre les professionnels en fiscalité américaine. On en a qui travaillent dans des très grands bureaux et d'autres qui travaillent dans des petites structures. Et le problème, c'est qu'ils sont tous excellents, mais ceux qui travaillent dans les grands cabinets coûtent généralement beaucoup plus cher que ceux qui travaillent dans des petites structures. Ça, c'est la première chose. Alors, donc, ça, il faut être conscient de ça. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucun fiscaliste qui va vous parler pendant 1 heure sans vous dire ça coûte combien pour lui parler. Alors, ce sont des gens qui fonctionnent énormément à l'heure. Alors, c'est pour ça que pour avoir de l'information, ce n'est pas nécessairement le meilleur endroit parce que vous allez devoir payer. Alors, mais de l'autre côté, c'est comme un service essentiel. Vous allez avoir besoin un jour ou l'autre d'un fiscaliste américain. Mais après, il faut avoir l'esprit d'un entrepreneur. Si on paye une fois pour éviter de payer, parce qu'on a fait l'erreur de ne pas prendre le conseil, donc il vaut mieux payer le conseil 200, $300 que de payer 1 an après parce qu'on a fait l'erreur de ne pas avoir le conseil, de payer 3 000 €. Donc, après, quand on est entrepreneur, on doit savoir qu'il faut des fois payer pour éviter les grosses erreurs. Donc, c'est pas normal. Je suis absolument d'accord avec toi, de A à Z. Je vais revenir donc sur le coût global, parce que c'est vrai que tout le monde qui écoute doit se dire « Ah, mais Vincent donne plein d'informations, on n'a pas de coût précis. » Est-ce que tu peux me donner le coût précis d'une création d'une LLC en moyenne et le coût à l'année, donc le coût de la création de base, et ensuite le coût à l'année, combien va coûter la structure en elle-même, des frais de création et des frais de maintien en fonction de la structure?
Très bonne question. Et je vais te répondre, mais avant, il y a un petit préambule. Hein? Ah, Les avocats, il y a toujours un petit préambule. Bon, regardez bien. C'est qu'il y a de tout et de n'importe quoi aux États-Unis. Alors, on peut obtenir une création de société pour quelques centaines de dollars seulement. Mais là, attention, souvent, vous n'aurez pas de classeur. Quand vous aurez un classeur, le contenu sera vierge, sera blanc. On n'obtiendra pas nécessairement le numéro fiscal EIN pour vous. Il n'y aura pas nécessairement de domiciliation. Alors, il y a plein de choses. Moi, ce que je dis aux gens, c'est comparer les pommes avec les pommes. C'est très, mais, très important. ouais, mais avant, tu vas devoir nous clarifier, parce que j'ai lu ça aussi aujourd'hui quand j'ai fait ma recherche. C'est quoi un classeur? Parce que là, tu ne nous as pas dit c'est quoi un Alors, classeur. un classeur, nous, au Québec, parce que vous l'entendez, je viens du Québec, n'est-ce pas? Alors, on appelle ça un livre de minutes. Les Français m'ont appris beaucoup de choses depuis que j'ai lancé Corpomax. Eux, ils appellent ça un classeur. Alors, un classeur, c'est en anglais un binder. Donc, c'est un livre, si on veut, à anneaux, 3 anneaux, qui contient les principaux documents de la société. Alors, le certificat de création, souvent le certificat de conformité avec apostille, le certificat d'attestation de fonction avec apostille. On peut y revenir à ça. Ensuite, les règlements quand c'est une corporation ou la convention d'opération, Operating Agreement, quand c'est une LLC. Ça contient les certificats d'action qui sont émis au nom de chacun des actionnaires ou des membres dans le cas d'une LLC, le registre des actionnaires. Et alors, c'est pour ça, ça contient tout ça et plus le tampon à sec. Alors, il y a un tampon à sec qui vient pour justement, et avec les coordonnées de la société, si jamais il y a des documents officiels qui doivent être authentifiés, si on veut, avec le tampon à sec. Alors, c'est pour ça. Alors, nous, chez Corpomax, je me suis dit au début, hein, quand j'ai lancé, n'oubliez pas, j'ai lancé le 1er septembre 2001 et j'ai eu 6 mois pour peaufiner mon site. Hein, il n'y a rien qui se passait. Il y a une question de choix. Alors, si je suis le moins cher, j'attire une clientèle qui ne recherche qu'un prix, tout simplement, et rien d'autre qu'un prix. Et ça, c'est une clientèle qui ne m'intéresse pas. Parce qu'un client, et c'est pas, mais je ne tombe pas dans l'excès contraire, mais c'est une clientèle qui ne m'intéresse pas parce que c'est une clientèle généralement qui n'écoute pas. C'est une clientèle qui pense uniquement au meilleur prix. Alors, ça tombe bien, on a des compétiteurs qui vont vous offrir le meilleur prix. Par contre, vous n'aurez peut-être pas la qualité du service que vous allez avoir si vous payez un peu plus cher. Et ça, c'est comme n'importe quoi. Combien de fois des gens m'appellent, je peux passer une demi-heure avec eux au téléphone, j'explique plein de choses, ils ne reçoivent aucune facture et je n'entends plus parler d'eux. Et ça arrive. Des fois, ils vont créer la société une demi-heure après de m'avoir parlé et dans certains autres cas, 6 mois après de m'avoir parlé. Ça, les gens sont libres. Et moi, je crois beaucoup au fait que le soleil existe pour tout le monde et lui pour tout le monde. Vous pouvez aller n'importe où. Quand j'achète une bagnole, je peux aller l'acheter où je veux et je peux acheter le type de bagnole que je veux. Mais dans mon cas, je roule dans une Honda 2010. Pourquoi? Parce que j'aime Honda et ça roule bien. Mais ce n'est pas la moins chère des voitures. Mais ce n'est pas la plus chère des voitures. Mais moi, j'aime ma Honda. C'est la même chose au niveau de la création de société. Vous pouvez payer 200-300 $ et vous aurez ce que vous aurez. Chez Corpomax, j'ai fixé le prix en 2001 et je n'ai jamais augmenté le prix en 19 ans, sauf une fois, je l'ai augmenté de 100 $ parce que l'État du Delaware avait augmenté son prix de 100 $. Mais sinon, notre prix est excessivement stable. Nous, on facture 899 $ pour un service clé en main qui comprend la préparation, l'obtention des différents documents, mais la préparation du classeur. Donc, quand vous recevez le classeur, il est prêt pour signature. On obtient le numéro fiscal EIN et vous avez un classeur vraiment de grande qualité et on vous livre ça par FedEx. Alors, les frais FedEx sont en su, mais parce qu'on a des clients partout. Alors, c'est sûr que livrer un classeur à New York me coûte pas mal moins cher que de le livrer à Tahiti. Quoi qu'à Tahiti, j'aimerais ça aller le porter moi-même. Bon, en tout cas. Alors donc, c'est pour ça que c'est 899 $. Ensuite, la domiciliation. Ça, le prix n'a jamais changé en 19 ans. On facture 359 $ par année. Alors, ce n'est pas par mois, c'est par année. Et on demande un dépôt de 75 $ pour les frais postaux. Alors, c'est sûr, vous allez avoir des endroits, ils vont vous facturer 150 $ par année pour la domiciliation. Allez-y, allez-y. Si c'est un prix que vous cherchez, allez-y. Mais moi, je vous donne un exemple de ce qu'on fait chez Corpomax. Des fois, on a des clients qui attendent un chèque important. Ils le reçoivent par FedEx. Et ils nous disent, peux-tu me le scanner et je vais le déposer à distance par scan. On reçoit le FedEx, on ouvre l'enveloppe FedEx avec leur autorisation écrite, on scanne le chèque, on leur envoie. Il y en a d'autres qui attendent des documents importants de Homeland Security.
pour des demandes de visa ou de green card, etc. On le reçoit, on le scanne, on le renvoie. Toujours parce que c'est ce qu'ils nous ont demandé. Alors, ils reçoivent quelque chose d'important, ils veulent l'avoir par FedEx. On le reçoit, on l'envoie par FedEx, peu importe l'endroit dans le monde. Alors, il y a vraiment un service personnalisé, toujours en langue française, qui fait que, moi, je trouve que 359 $ par année, c'est un prix raisonnable pour un travail professionnel. Et si les gens cherchent un prix, on n'est pas les plus chers, on n'est pas les moins chers, on ne veut pas être les plus chers, on ne veut pas être les moins chers, on veut avoir un prix raisonnable pour un service professionnel de qualité, tout simplement. Alors, et les gens sont tout à fait libres. Donc, Au niveau de... tu as 800, on va dire 900, je crois que ça fait 900 euros. Mais je ne peux pas faire de prix comme ça verbalement. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a toutes sortes de situations qui Non, arrivent. c'est pas que, à fin de compte, c'est juste Mais pour ça donne indiquer une que... idée. C'est un menu de Voilà, restaurant. c'est une idée que je voulais avoir. Donc, là, ça. tu m'as Alors, dit 900 plus 350, donc environ 1200 euros l'année, ça? c'est pas en euros, heureusement pour vous, c'est en dollars. Oui, mais c'est Mais presque pareil, je crois. non, je pense que l'euro vaut un peu plus cher. Mais ensuite, ça dépend. Ben là, on va livrer par FedEx. Alors là, ensuite, ça dépend. Est-ce qu'ils veulent avoir les deux? Il y a deux certificats qui sont très populaires auprès des étrangers. C'est le certificat de conformité avec apostille et le certificat d'attestation de fonction avec apostille. Alors, le certificat de conformité, c'est un document qui est émis par l'État du Delaware et qui est apostillé, donc une certification internationale qui déclare que la société existe, qu'elle est en règle, que toutes les taxes ont été payées et qu'elle est à jour. Alors ça, c'est très souvent demandé. L'autre document qui est très populaire et quasi, entre guillemets, obligatoire, c'est le certificat d'attestation de fonction. Ne pas oublier, au Delaware, le registre du commerce est muet sur l'identité des actionnaires et administrateurs d'une LLC. La seule façon de savoir qui sont les actionnaires et administrateurs, à part d'avoir le classeur corporatif qui contient les documents corporatifs, c'est d'obtenir ce qu'on appelle un certificat d'attestation de fonction. Alors, c'est un certificat qui est préparé généralement par l'incorporateur, donc Corpomax, qui est signé devant un commissaire à la sermentation et qui est envoyé à l'État du Delaware pour être apostillé. Et là, ce document-là déclare que la société a été créée à telle date, que les actionnaires sont A, B et C, avec le nombre d'actions détenues par chacun, que les administrateurs sont A et B, avec leurs différents titres, président, vice-président, secrétaire ou trésorier dans le cas d'une corporation, ou operating manager, donc directeur opérationnel dans le cas d'une LLC. Et à ce moment-là, ça, au moins, c'est un document qui fait office, en fin de compte, de registre du commerce, si on veut, au niveau de l'identité des actionnaires et administrateurs. Alors ça, je vous dirais que 95 % de nos clients étrangers le demandent. Aux États-Unis, c'est un peu moins populaire parce qu'ils n'en ont pas nécessairement autant besoin, mais à l'étranger, et c'est intéressant parce que quand j'ai lancé Corpomax en 2001, on n'offrait même pas le service. On n'offrait même pas le service des deux certificats additionnels. Et ce sont nos clients européens qui nous ont poussés à offrir ça. Ils nous ont dit, sans ça, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas prouver que c'est nous qui représentons la société. Alors, c'est pour ça. Alors, ces certificats sont optionnels. Hein? Alors, nous, et c'est pour ça que quand j'envoie un devis, il y a toujours deux prix. Sans les deux certificats, avec les deux certificats. Et là, le client choisit. Alors, on se fie, on laisse la liberté aux gens de choisir. Et un autre avantage aussi de faire affaire avec Corpomax, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Combien de fois ai-je vu des clients ou des potentiels clients français me dire, écoute, j'ai passé par telle société, ils m'ont promis telle chose, ça n'a pas fonctionné. Et les sociétés par lesquelles ils sont passés ne sont pas établies au Delaware. Ce sont des intermédiaires qui font affaire qui sous-traitent, si on veut, l'agence agréée au Delaware à des compétiteurs de Corpomax. Alors, c'est rarement. Alors, l'avantage avec nous, vous avez un contact direct. Le deuxième avantage, et non le moindre, c'est que depuis 2016, Corpomax est devenu l'un des agents agréés avec accès direct dans l'ordinateur du Delaware. Alors, il faut comprendre. Au Delaware, il y a deux types d'agents agréés. Il y a les agents agréés réguliers, Registered Agents, et il y a les agents agréés qu'on appelle Registered Agents with Remote Access. Ça veut dire qu'ils ont un accès direct dans l'ordinateur de l'État du Delaware. Et ça, c'est une bénédiction. Ça nous a pris 15 ans pour que l'État du Delaware nous accepte. Pourquoi? Bien parce qu'ils avaient mis un moratoire sur l'acceptation de nouveaux agents online agents. Et il y a 4 ans, ils sont venus chez Corpomax, ils ont fait un due diligence, 2 personnes de l'État du Delaware, ils ont tout vérifié et finalement, ils nous ont acceptés. Et maintenant, on est online agents. Qu'est-ce que ça signifie pour le commun des mortels?
Ça signifie que si vous avez besoin d'un certificat de conformité, qu'on appelle Good Standing, avant, ça nous prenait minimum 24 heures pour l'obtenir. Et encore là, ils nous l'envoyaient par la poste ou par FedEx. Donc, ça fallait à 48 heures, 72 heures. Maintenant, on l'a exactement en 2 minutes parce qu'on est justement online agents. On est connecté directement dans l'ordinateur de l'État du Delaware. Alors ça, pour nous, c'est un immense avantage parce que ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces au niveau de la prestation des services qui sont requis par nos clients. Comme je vous dis, on a des tout petits clients et on a des très grosses sociétés qu'on ne peut pas nommer. On a des très, très grosses sociétés françaises, belges, suisses, luxembourgeoises. Et vous regarderez, dans le cas des livres, et je ne pousse pas la vente, hein, les gens sont libres. Les gens sont libres d'acheter ce qu'ils veulent, tout ça. Mais dans le cas des livres, vous remarquerez, j'ai travaillé 4 ans pour faire ces livres-là. Hein, pas 2 semaines, pas 2 mois, 4 ans. Alors, c'est le résultat de 4 ans, 19 ans d'expérience dans la création de sociétés américaines, mais 4 ans de rédaction et tout ça. Vous irez voir, exemple sur Amazon, les commentaires, parce que j'ai obtenu des commentaires avant publication de la part de personnes que je pense qui pouvaient apporter un éclairage intéressant sur la qualité des livres qui allaient être publiés. Le premier commentaire provient de Gina Bento. Gina Bento, c'est une attachée commerciale au consulat américain à Montréal. C'est pas n'importe qui, là. C'est mes 3 livres que j'ai envoyés, les copies d'auteur que j'ai envoyées à Gina, qui les a lus et qui m'a fait un commentaire. Et vous irez voir le commentaire sur Amazon ou sur Fnac. Vous irez voir le commentaire. Alors ça, déjà là, ça donne une crédibilité, non seulement au livre, mais à Corpomax. Le deuxième commentaire provient de Bernard Guinen, qui est attaché commercial au consulat belge à New York. Tu avais dit Bernard Arnault, je dis ah oui. Là, non, Bernard Guinen, consulat belge à New York. C'est pas n'importe qui, là. Alors, vois-tu, et là, après ça, il y a d'autres personnes, il y a des journalistes, etc., des gens des avocats de France qui ont vu ça. Alors, j'ai envoyé ça à 13 personnes qui ont été sélectionnées. Et qu'est-ce que vous en pensez? Soyez honnête, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pour ça que chez Corpomax, on est excessivement sérieux. Et c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc, mais c'est gentil. Mais les bonnes infos. Je vais revenir sur le prix parce que moi, je connais mon audience. Ils vont me dire, mais... Bon, il parle ce Québécois. Non, il nous a bien vendu le truc, mais nous, on veut les... Tu connais les Français, on est très, très sous, donc on veut connaître. Donc, le prix, en fin de compte, du prix que tu proposes à 899 $, ça fait 765 €. Comme ça, les gens auront déjà un prix. Ils vont déjà commencer à préparer le chèque pour te l'envoyer. Donc là, c'est bon. Mais c'est ça qui n'est pas bon. Mais c'est ça qui n'est pas bon, Thierry. Le devis, je le fais par écrit. Alors, quand je reçois un formulaire de commande, écoute, je te dis comment ça fonctionne. Le français m'appelle. Tu l'as dit, en fin de compte. Non, mais regarde bien ça. Le français m'appelle ou il m'écrit, OK? Je lui envoie un email de présentation avec une vidéo de 15 minutes, une vidéo privée qui n'est pas sur YouTube. Et je lui envoie une vidéo de présentation, etc. Bon. Là, après ça, il remplit un formulaire de commande et il me dit ce qu'il veut. Et là, je lui fais un devis par écrit, très détaillé, et je lui donne les instructions propres au mode de paiement qu'il a choisi. Et là, il est libre. Il accepte pas, il m'appelle pour des questions, etc. Et là, si ça fait son affaire, c'est ça, exactement. Et si ça fait son affaire, après ça, il n'entendra plus parler de nous. S'il ne donne pas de suite, on ne le harcèle pas, il n'y a pas de rappel, il n'y a rien. On lui écrit, il décide, et il est libre d'aller où il veut. Et c'est ça la beauté de la chose. On ne pousse pas la vente. Par contre, on est sérieux. Et les livres, c'est une preuve de notre sérieux et on va continuer à être sérieux, tout simplement. Alors, c'est pour ça que le prix, on ne veut pas une clientèle de prix. Et on n'est pas les moins chers, on n'est pas les plus chers, mais on veut une clientèle qui est sérieuse, qui veut faire affaire avec une société américaine. Allez, vous aurez la surprise. Envoyez un mail, vous aurez la surprise. Vincent, on n'a pas parlé de temps. Donc, tu as dit 2 fois 2 minutes, 24 heures. Le coût global, le temps global plutôt. Demain, quelqu'un t'appelle, en combien de temps son dossier peut être fait? Bon, parfait. Très bonne question. Création, 24 heures. Ça peut être 28 heures. Hein? Mais on s'entend que généralement, parce qu'on est online agents, ça prend 24 heures. Alors ça, c'est pas long. Domiciliation, on la met en place tout de suite. On confirme le tout au client environ 48 heures après la création de la société. Alors, le client nous paye, disons, le 1er octobre. Généralement, le 3 ou le 4 octobre, je lui envoie une série de emails explicatifs. Alors, l'obtention du numéro fiscal, il faut comprendre l'histoire. Ça fait 19 ans qu'on obtient des numéros fiscaux tous les jours. Mais regardez bien. Il y a 19 ans, on peut l'obtenir par téléphone en une demi-heure. C'est le temps qu'on attende et tout. Après ça, on peut l'obtenir. Je parle toujours pour des étrangers. Hein, parce que pour un Américain qui a un numéro de sécurité sociale, ça prend 5 minutes. C'est pas long. Mais pour un étranger qui n'a pas de numéro de sécurité sociale américain, alors avant, on pouvait le faire au téléphone. Maintenant, on le fait par fax.
Alors, le délai courait en généralement 3-4 jours ouvrables après avoir faxé la demande au IRS. Le 18 mars, le IRS a fermé ses portes. La division internationale qui s'occupe d'émettre des numéros EIN pour les sociétés américaines détenues par les étrangers a fermé ses portes environ jusqu'au peut-être 1er septembre. Ça peut être le 15 août, mais disons 1er septembre. Et il n'y a pas de télétravail au IRS pour fin de sécurité. Il n'y a aucun télétravail. Alors, ils ont recommencé leurs activités. Pour répondre à ta question, avant, ça prenait environ 3 jours ouvrables. Aujourd'hui, on est à 60 jours avant d'obtenir. Pas ouvrable. On est à 60 jours avant d'obtenir un numéro EIN pour une société américaine détenue par un étranger. Alors, ça, c'est déjà un goulot d'étranglement. OK? Alors, donc, on a un délai de 60 jours. Pour le compte bancaire, ça dépend. Ça dépend vraiment des situations parce qu'on a été en mesure d'ouvrir des comptes de banque à distance pendant 19 ans. Et là, notre chance a tourné le 10 septembre dernier quand on n'a plus été capable d'ouvrir des comptes de banque à distance. Il fallait que le client se déplace. Alors, si le client se déplace, il n'y a pas de souci, on peut ouvrir des comptes bancaires. Mais là, vous allez me dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens, aller aux États-Unis pour ouvrir un compte de banque, pour voir le banquier pendant une demi-heure. Là, je vais vous répondre 2 volets. Le premier volet, c'est que pensez-vous que moi, si je crée une société française à distance, je vais être en mesure d'obtenir un compte bancaire français ouvert à distance sans que je me présente dans une banque française? La réponse, c'est non. Donc, les États-Unis se disent… C'est possible. Mais pas quand on est étranger. Ah, très bonne question. Pensez à ça, là. Pas qu'on est étranger. Alors, donc, non, mais attends, moi, c'était la question que je vais te poser parce que, excuse-moi de te couper encore, mais parce que c'est vrai que je n'ai pas pensé parce que moi, je suis pas j'ai créé en France, mais tant tu sais, comme on a les banques, nous, on appelle ça les banques en ligne. Non, les fintech, voilà. Les fintech. Oui. Et on a les banques classiques qui nous embêtent parce que même moi qui suis en France, j'évite les banques classiques, je n'irai pas leur nom. Je vais en ligne, je crée en 30 secondes, c'est fait. Ils sont plutôt cool, même si souvent ils sont backés par les gros, mais bon, c'est plus simple. Est-ce que donc là, aux États-Unis, il y a aussi ce type de banques qui sont très modernes et qui permettent de créer. Parce que par exemple, quand moi j'ai créé, il y a d'autres business que j'ai créés, j'ai pas créé de compte classique, j'ai créé PayPal. J'ai pas besoin de compte. Après, c'est vrai que je peux pas déposer mon capital chez PayPal, mais j'ai des comptes qui sont partout, on va dire. Est-ce que mais ça attends, passe? Mais Thierry, tu as un compte PayPal français. Ah, oui, c'est vrai, parce que je voulais faire un crédit une fois avec PayPal. Ils m'ont dit non, c'est un oui. Non, mais exactement. Ouais, mais si je crée un PayPal anglais, américain, est-ce que ça passe aussi? Mais tu ne pourras pas. Ah, d'accord, OK. Non, pas personnellement. Alors, regarde bien. C'est pour ça que le 3e livre existe, Comment ouvrir votre compte bancaire aux États-Unis. C'est encore là le fruit de beaucoup d'expérience. Et je donne une série de conseils dans ce livre-là. Il y a plusieurs situations possibles. Alors, la première situation, et je le dis aux gens, j'ai dit, écoutez, ne venez pas aux États-Unis pour ouvrir un compte bancaire. Venez aux États-Unis pour visiter la ville de New York. Il y a combien de Français qui n'ont jamais vu New York? Et je peux vous garantir une chose, et ce n'est pas des blagues. Quand vous aurez vu New York une fois, vous n'en reviendrez pas. C'est une ville… Es-tu déjà allé à Thierry à New York? 3 fois, oui. 3 fois. Est-ce que tu es d'accord que c'est une ville absolument extraordinaire en termes d'énergie? Tout à fait. Mais vraiment… après, New York, ce n'est pas pour tout le monde. Mais moi j'aime absolument pas. Mais pour visiter. Je sais que beaucoup de gens aiment bien, oui. Mais pas pour y habiter, pour visiter. Alors, je dis, venez à New York, au lieu d'aller vous faire griller sur les plages en Tunisie, venez à New York, OK? Et passez 3, 4, 5, 6… De toute façon, ça prendrait 3 mois pour visiter New York, et ça, c'est un minimum. Mais venez passer 3, 4 jours. Allez voir des spectacles sur Broadway. Faites la ligne dehors le samedi à partir de midi pour acheter des billets à 50% de rabais sur Times Square, et vous allez vivre une expérience extraordinaire pendant que vous allez attendre en ligne dehors. Et je l'ai fait plusieurs fois. C'est extraordinaire. Alors, juste là, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Et accessoirement, ouvrez un compte de banque aux États-Unis, entre autres à New York. Voyez-vous? Alors ça, on aide les entrepreneurs à ouvrir des comptes de banque quand ils viennent. Alors, avant, on le faisait à distance. Là, c'est plus difficile. La deuxième solution, c'est de s'associer ou d'avoir, exemple, avoir un parent ou un ami qui habite aux États-Unis, qui a un numéro de sécurité sociale américain. Et là, j'ai un banquier au Delaware qui m'a dit, Vincent, si un des signataires sur le compte a un numéro SSN ou ITIN, alors, il faut comprendre, SSN, c'est Social Security Number, pour les résidents fiscaux américains ou les Américains. Le ITIN, donc ITIN, c'est un numéro fiscal attribué aux étrangers qui doivent produire une déclaration de revenus aux États-Unis. Mais moi, je vous dis une chose, et c'est un des conseils à la fin de mon livre, mon 3e livre, c'est vraiment obtenez un ITIN.
il y a des façons d'obtenir un ITIN. Mais obtenir un ITIN, parce qu'un ITIN aux États-Unis, même si d'abord et avant tout, c'est un numéro fiscal, je vous dirais, c'est la clé de la caverne d'Ali Baba. Pourquoi? Parce que le ITIN, même si, après ma barre, c'est un numéro fiscal, il est traité aux États-Unis exactement comme un SSN par tous les intervenants financiers. Les banques, Stripe, PayPal et tous les autres. Alors, et c'est exactement la même séquence numérique, le même nombre de chiffres. Alors, le banquier au Delaware m'a dit, Vincent, si ton client a un SSN ou un ITIN et une adresse aux États-Unis, on peut lui ouvrir un compte de banque à distance. OK? Ah. Alors oui, c'est pour ça. Et alors, c'est pour ça que le ITIN, et c'est un de mes conseils dans mon livre, c'est obtenir un ITIN. Souvent, ça va prendre un numéro de téléphone aux États-Unis. Dans mon livre, je donne le conseil. Obtenez un numéro de téléphone. Mais là, vous allez me dire, oui, je peux obtenir un numéro virtuel. Le problème, c'est qu'il y a des banques qui reconnaissent les numéros virtuels et qui n'envoient pas de message texte de validation à des numéros virtuels. Donc, une façon, c'est d'obtenir une carte SIM américaine. Et c'est facile. Sur Amazon, vous pouvez en acheter. Il y a même un client français récemment qui m'a dit Google Fi. Donc, Google Fi, vous pouvez obtenir une carte SIM américaine. Alors, il y a toutes sortes de solutions pour obtenir un numéro de téléphone américain qui vous permettra de recevoir les codes d'authentification, de validation envoyés par les banques américaines. Alors, c'est pour ça. Ce livre-là regorge justement de conseils pratiques, mais tout ça pour vous dire. Alors, la solution numéro 2, c'est ça. La solution numéro 3, c'est qu'on peut ouvrir des comptes de banque à distance sans déplacement du client, mais il faut que le client soit important. Parce que j'ai un de mes amis qui est vice-président d'une banque américaine et lui est en mesure d'ouvrir des comptes de banque, mais il faut que ce soit des comptes de banque pour des sociétés qui sont quand même assez grosses. Alors, je ne sais pas moi, une grande entreprise française veut ouvrir une filiale aux États-Unis, on va être en mesure de l'introduire à une banque sans déplacement des dirigeants français. Là, je suis en discussion avec d'autres banques, dans certaines que je nommerai pas, mais certaines banques où les gens parlent français. Ah, ça, c'est un autre élément important. Ben, c'était ce que je pensais, ce que j'allais dire. Imaginons qu'ici, on a une banque, je n'aime pas citer les banques, donc on a une grande banque française, tu les connais peut-être, et souvent, elles ont des branches à New York, par exemple, parce que New York, c'est une grande ville. Est-ce qu'on ne peut pas donc nous faire la démarche en France avec la banque française, dire voilà, on veut créer là-bas, donc est-ce que vous pouvez nous aider ou... Absolument. Ah, d'accord. Absolument. Et je le favorise. Et je le dis même aux gens avant qu'ils me payent. Je dis, écoutez, me payer ou payer Corpomax, c'est le dernier recours. Commençons par analyser quelles sont les possibilités pour vous d'ouvrir vous-même le compte de banque. Alors, s'il fait affaire à une grande banque française qui a des filiales aux États-Unis, commencez par ça. Si vous n'êtes pas en mesure d'ouvrir un compte bancaire, là, on pourra sans doute vous aider, mais commencez par ça, tout simplement. Même chose au Canada, où on a, exemple, TD Bank, donc la lettre T et la lettre D, donc TD Bank. C'est une banque canadienne qui a acheté un réseau de banques aux États-Unis qui s'appelait Commerce Bank. Et la particularité de ce réseau américain, c'est que les succursales sont ouvertes de 7 jours par semaine. Alors donc, Commerce Bank est devenu TD Bank aux États-Unis. Alors, c'est sûr que le client de TD Bank au Canada a des facilités pour ouvrir un compte de banque aux États-Unis. Mais le conseil que je donne, entre autres dans mon livre, c'est n'ouvrez pas un compte bancaire, ouvrez 2 comptes bancaires. Pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis le 11 septembre 2001, les choses ont bien changé partout dans le monde en général, mais très particulièrement aux États-Unis. Aujourd'hui, en 2020, les banquiers américains ouvrent les comptes bancaires et les départements de conformité, qui n'ont aucun contact avec le banquier, qui n'ont aucun contact avec les clients, ferment le compte bancaire 1 mois plus tard, ou 2 semaines plus tard, ou 2 mois plus tard. La raison, justement, sans dévoiler la raison, ni aux clients, ni aux banquiers. Et ça arrive. La semaine dernière, un client m'a appelé, un client français, il dit, la banque vient de fermer mon compte, je n'ai aucune idée pourquoi, et ils vont m'envoyer un chèque avec le solde du compte de 400 000 $. Wow. Alors, c'est bien beau d'avoir un chèque de 400 000 $, mais quand on n'a plus de banque américaine pour déposer le chèque de 400 000 $, on a un léger problème, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que le conseil que je donne aux gens, c'est ouvrez un 2e compte bancaire. Faites en sorte d'avoir 2 comptes de banque. Et je ne fais pas ça pour que les gens aient peur. C'est une réalité que je vis aux États-Unis. Moi-même, j'ai 2 comptes de banque dans 2 banques différentes. Corpomax a 2 comptes de banque dans 2 banques différentes. C'est ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Je vous donne un exemple. Dans la banque numéro 1 avec laquelle Corpomax fait affaire, si je dépose un chèque canadien en dollars canadiens, par exemple, je vais payer un frais de dépôt de chèque de 75 $
peu importe le montant du chèque. Ah ouais. Et le délai de compensation peut aller jusqu'à 6 mois, parce que c'est un chèque étranger. Si je dépose le même chèque canadien en dollars canadiens dans la banque numéro 2, le frais est de 5 dollars et non pas 75 dollars. Et la compensation se fait entre 24 et 48 heures plus tard. Alors, le grand principe, c'est que c'est de diviser pour régner. Aux États-Unis, tenez-vous bien, il y a 6000 banques commerciales différentes. Je ne parle pas de succursales bancaires. Alors, Bank of America, c'est une des 6000 banques. Wells Fargo, c'est la deuxième de 6000 banques. Il y a 6000 banques différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a de la compétition, c'est un avantage marqué pour les consommateurs et les entreprises. Alors, je le dis aux clients qui veulent ouvrir leur compte de banque eux-mêmes. Essayez d'ouvrir le compte de banque vous-même en venant aux États-Unis. Allez à la banque numéro 1. Vous allez être refusé, sans doute. Allez à la banque numéro 2. Vous allez être refusé. À la banque numéro 3, ils vont sans doute vous ouvrir un compte. Alors, c'est pour ça que c'est le chemin du pèlerin, mais je pense que c'est ça, être un entrepreneur. Il n'y aura rien de facile. Alors, c'est pour ça que moi, le livre, La semaine de 4 heures, je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas eu le temps, je travaillais. Alors donc, je crois au travail et je ne pense pas qu'on peut diriger une société qui va justement augmenter son chiffre d'affaires en travaillant uniquement 4 heures par semaine. Alors, je ne veux pas perdre mon temps à lire sur les… Il y a sûrement des bonnes idées, Ah mais non, moi, c'est dans des mon bonnes cas… idées. En plus, il l'a dit, ce n'est qu'un titre et lui-même travaille beaucoup, donc il est Ben oui, c'est multimillionnaire. pour ça, mais c'est pour ça. Et je sais que le type était excessivement intelligent, il n'y a pas de souci. Mais je crois à la vertu du travail et être un entrepreneur, c'est faire face à des embûches. Et tu le sais, Comme Thierry, on dit toi-même, comme on tu le dit, le sais. travail, c'est la santé. Et puis là, actuellement, il est 10h30, on est encore en train de discuter. Donc voilà, c'est pas un problème. Et moi, j'ai commencé à 7h ce matin, donc c'est pas un problème. Mais quand on aime bien, c'est pas gênant. Et comme on a encore beaucoup de boulot, parce qu'on a parlé donc de la création de la boîte, donc tu as donné plein d'infos. On a parlé donc de la banque, mais on n'a pas parlé de la marque. Bon, le dépôt de marque. Il faut comprendre une chose. Il y a 50 États aux États-Unis, donc on peut créer la même société avec le même nom dans 50 États. Alors, ça ne protège pas grand-chose, le nom de la société. Ce qui protège vraiment, c'est de déposer une marque. Alors, mais avant, laisse-moi parler juste, et on reste dans le domaine des marques, mais regarde bien, le choix du nom de votre société. Alors, il y a le livre numéro 2, ce n'est pas un livre qu'on lit de la première page à la dernière page. C'est comme un livre de référence. Alors, vous voulez donner un nom à votre société, un nom numérique. Vous allez avoir un chapitre sur les noms numériques. Bon, alors c'est plus un livre de référence. Mais donnez-moi juste un instant. Premièrement, il y a des erreurs que les entrepreneurs font quand ils choisissent le nom. Et on reçoit les formulaires de commande. On a reçu des milliers de formulaires de commande ici. Si vous choisissez un nom qui a 8 mots, je pense qu'il y a un problème. Hein? Même un nom qui a 4 mots, c'est 3 mots de trop. Idéalement, c'est un mot, peut-être 2. Plus LLC ou plus Inc. Mais shorter is better. Plus court sera mieux. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si vous appelez votre société, je ne sais pas moi, GoGoPro USA Inc., tous les Américains vont savoir que votre société américaine est détenue par des étrangers. Parce qu'aux États-Unis, on ne met jamais le mot USA dans le nom de notre société. Vois-tu? Alors, c'est le genre de conseil qu'il y a dans ce livre-là, c'est comment choisir un nom. Et un autre conseil aussi aux entrepreneurs, c'est avant de choisir le nom de votre société, regardez si le nom de domaine est disponible. Et c'est pour ça que les gens devraient toujours créer un nom de société ou choisir un nom de société en fonction de la disponibilité de son nom de domaine en .com, en .net et en .fr. Donc dans ces cas-là, il faut créer un truc nouveau parce que trouver du .com, c'est compliqué. Et non, encore là, c'est pour ça que Et c'est pour ça qu'il vraiment faut la créer quelque chose solution… d'original. Exactement, Thierry. La solution ultime, créez votre nom. Regardez, Microsoft, Xerox, Kodak, PayPal, Facebook. Nutri.com, c'est la dernière marque que j'ai créée, donc je fais ma propre pub, je l'ai créée et j'ai dû rajouter 2 U et mettre un Y parce que sinon je ne trouvais pas le .com. Donc j'ai dû inventer une marque et la déposer parce que sinon j'aurais des problèmes. Exactement. Corpomax. Corpo pour corporation, max pour maximum. Alors, c'est pour ça. Moi, c'est ce que je suggère aux gens. Créez votre marque. Donnez une sonorité à votre marque. Moi, j'ai choisi Corpomax à cause de la sonorité de la fin du mot. Vois-tu? Alors, c'est pour ça. C'est comme Xerox, Netflix. Vois-tu? Alors, c'est pour ça. Alors, la sonorité est importante. J'en parle dans le livre. Tout ça pour te dire que c'est important. Mais la marque,
La marque, ce n'est pas de juridiction étatique. On peut créer des marques au niveau de l'État, mais c'est très, très, très rare. On crée une marque au niveau fédéral. Alors moi, j'ai créé Corpomax en 2001. Avant de créer Corpomax, j'ai réservé une vingtaine de noms de domaine. OK? Corpomax.com, .net, point ce que tu veux. Et j'ai déposé la marque Corpomax en relation avec la création de sociétés américaines. Vois-tu? Alors, c'est pour ça que c'est crucial de déposer la marque. Et la marque, je l'ai déposée aux États-Unis, au Canada, dans la communauté européenne et en Suisse. Ah oui. Alors là, je me suis dit, il y en a d'autres sociétés qui s'appellent Corpomax. Il y en a une en Californie, c'est des architectes. Mais c'est ça, il n'y a pas de compétition avec moi. Mais j'ai le nom de domaine. Alors, c'est pour ça que le nom de domaine aujourd'hui, il est aussi important, sinon plus, que le nom de votre société. Très, très important, le nom de domaine, à ne pas négliger. Et ça coûte une peau de chagrin d'acheter un nom de domaine. C'est pour ça. Alors, c'est très, très important de déposer une marque. Mais encore là, Thierry, il faut comprendre. Les entrepreneurs, souvent, ils n'ont pas beaucoup d'argent quand ils lancent leur société. Alors, on leur dit, écoute, il faut que tu crées la société et en plus, il faut que tu déposes une marque. C'est beaucoup d'argent. Mais tu sais, quand j'ai lancé Corpomax en 2001, ça faisait 2 ans que j'avais émigré aux États-Unis et ce n'est pas parce qu'on est avocat qu'on est riche. Hein? J'ai quitté le Québec, j'ai payé mes dettes, je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais pas d'argent, mais je n'avais pas de dette. Alors, quand tu n'as pas de dette, tu es riche. Bon. Mais j'ai lancé Corpomax et il n'y avait pas d'argent encore. Mais je connaissais l'importance de déposer la marque. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai réservé les noms de domaine. Alors, Bon, en fait, quand on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'investissement, il y a des investissements où on peut pas passer outre, hein. Et donc, si on a un projet sur 5, 10 ans, 20 ans, le coût de la marque ne coûte rien sur le long terme. Sur le moment, on va dire, oh, ça coûte cher. Mais sur le long terme, les procès et la marque, même souvent, il y a beaucoup de structures qui n'ont pas de valeur. Il reste que la marque. Quand on fait des classements des meilleures marques, Apple, tout ça, il y a les produits, c'est vrai, mais la marque est valorisée autant quand on fait un bilan, autant que le fonds de commerce en lui-même. La marque en lui-même, si on retire la marque, c'est juste un bout de téléphone noir comme tous les autres, bon, qui marche bien. J'ai pas pris le bon exemple, je pense. Mais bon, on comprend. Souvent, la marque a autant de valeur que la structure en lui-même. Donc, c'est important. Absolument. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement. Et c'est pour ça que, et même je le dis dans mon livre numéro 2, Comment nommer votre entreprise, c'est que la marque est excessivement importante. Et les noms de domaine. Marque, nom de domaine, nom de société. Alors, c'est pour ça que Corpomax, j'ai tout fait au début et ce qui fait que, après presque bientôt 20 ans, j'ai toujours le nom de domaine, j'ai toujours les marques. Les marques sont renouvelées. Hein. Les marques se renouvellent généralement, c'est aux 10 ans. Alors, c'est pour ça que c'est important. C'est sûr que c'est de l'argent. Mais si vous trouvez un nom qui est original et que vous croyez vraiment dans votre projet, je pense que ça vaut la peine d'investir dans la protection. Pour ceux qui sont intéressés, qui ont raté l'épisode, j'ai fait un épisode il y a 4-5 mois sur les noms de domaine et les marques avec un expert donc, du domaine. Donc, je mettrai le lien dans le podcast et pour la marque aussi, où on a développé comment acheter les noms de domaine, comment bien les acheter, comment créer. Donc, voilà, comme ça, on aura toutes les infos. Donc, pour la marque, donc, comment on fait aux États-Unis donc parce que nous, en France, on a l'INPI, mais là-bas, j'ai fait un épisode dessus, mais je ne me rappelle même plus. Je crois qu'il y a un... Donne-moi le nom de la société pour créer les marques aux États-Unis. Ce n'est pas la société, tu veux dire l'organe L'organisme, gouvernemental. voilà, tout à fait, ouais. Alors, c'est le USPTO. Alors, USPTO. USPTO. Mais le conseil que je donne à tes auditeurs, OK, c'est de ne pas déposer la marque eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment une erreur que les gens font. Ils s'imaginent que parce qu'il y a un formulaire disponible en ligne, ils peuvent le faire. Mais de toute façon, ce n'est même plus possible. Hein. Depuis le 17 août 2019, seul un avocat américain peut déposer la marque aux États-Unis. Alors donc, pour un étranger. Alors, l'étranger ne peut plus déposer la marque aux États-Unis. Mais avant, les gens le faisaient eux-mêmes et tout ça. Et le problème, c'est que c'est facile de remplir un formulaire en ligne. C'est facile. Là où ça se complique, c'est quand tu reçois le premier rapport de l'examinateur qui te pose des questions juridiques et qui s'attend à des réponses juridiques. C'est là que le problème commence. Et il y a une grosse différence dans le système français de protection de la propriété intellectuelle et tel que je le comprends, bien sûr, avec toute l'humilité qui m'habite, c'est sûr que je ne connais pas votre système aussi bien que vous. Mais il y a une grande différence entre l'INPI et le USPTO. L'INPI, on a des clients qui déposent leur marque en France et 3 mois après, 3-4 mois après, ils ont le certificat d'enregistrement. Aux États-Unis, ça prend 10 à 12 mois pour obtenir le certificat d'enregistrement parce que le processus n'est pas le même. L'examinateur américain va examiner les risques de confusion avec des marques existantes. Alors, je ne sais pas si l'INPI fait le même exercice, mais je sais que mes clients français déposent à l'INPI dans une classe.
Alors, ils vont déposer dans la classe c'est pareil, 12, 19, c'est ça, 12, 19 et 22, les classes de Nice. 12, 19 et 22. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. On va déposer dans les classes 12, 19 et 26, ou 12, 19 et 22. Mais il faut qu'on précise quels sont les produits ou les services concernés de façon précise. Alors, la classe 9, par exemple, c'est une classe qui, notamment pour les logiciels. Alors, vous, en France, toujours selon mes clients européens, mes clients français, ils me disent, j'ai déposé la marque dans la classe 9. La classe 9, logiciel, etc. On ne peut pas aux États-Unis. On va déposer dans la marque dans la classe 9, mais il faut préciser quel type de logiciel. Qu'est-ce que le logiciel fait? Alors, on ne peut pas dire uniquement logiciel. Il faut dire logiciel servant à faire du traitement de texte. Un peu comme Word, par exemple. Alors, il faut vraiment préciser qu'est-ce que le logiciel fait. OK? Alors, ça, c'est la première grande distinction. Il faut vraiment qu'on soit très précis. Alors, quand un client français nous envoie son certificat d'enregistrement français, bien, à ce moment-là, on ne peut pas déposer en fonction de ça parce qu'il faut que ce soit beaucoup plus précisé. OK? La deuxième chose, c'est quand on dépose une marque aux États-Unis, une marque projetée, donc une marque qu'on va utiliser dans le futur, avant que le certificat d'enregistrement soit émis, on doit prouver au USPTO que vous avez commencé à utiliser la marque depuis le dépôt de la demande. Et ça se prouve avec des captures d'écran. Avec, exemple, si c'est un produit, avec une photo, si c'est un logiciel, avec une capture d'écran pour montrer la marque et l'environnement de la marque, pour prouver que la marque existe et qu'elle est utilisée. Sinon, on ne peut pas obtenir la marque. Alors, on ne peut pas juste déposer et obtenir un certificat d'enregistrement. Il faut qu'on prouve que depuis le dépôt de la demande, on a commencé à utiliser la marque. Et ça se prouve justement avec ce qu'on appelle des spécimens. Alors, c'est très, très important. Alors, le processus est un peu plus rigoureux, d'après ce que je peux voir, si je compare avec d'autres juridictions. Mais il est plus rigoureux et plus riche, plus cher, je crois, non? Encore là, ça dépend. Vois-tu, au niveau des frais Parce que gouvernementaux, je mais sais ça pas dépend si des classes, du nombre de classes. je sais pas si tu connais l'émission Shark Tank. Non. Ah oui, Shark Tank, oui, c'est ça. Shark Tank, excuse-moi, c'est mon accent, Shark Tank. Non, mais c'est bon, mais je ne l'écoute pas, mais je la connais. Oui, je la connais. Et Dragon Den, et souvent, je vois, il y a des gens qui viennent devant, qui ont un projet, et souvent, les investisseurs sont choqués parce que les gens ont mis 50 000, 100 000 euros devant un avocat qui a fait pour les patents des trademarks. Ils disent, c'est pas possible que tu t'es fait avoir. Et souvent, les gens sont choqués parce que les gens ne savaient pas. Ils ont mis tout leur argent pour faire les démarches, et souvent, ça valait moins cher, mais pas des 100 000, des 200 000 dollars, et voilà, quoi. Donc, oui, c'est mais pour ça que encore je là, ça. oui, tu as raison, mais encore là. Tu sais, c'est toujours la question des. C'est sûr, mais ça, tout le monde le sait, les grands cabinets vont facturer beaucoup plus cher que les petits cabinets. C'est reconnu, ça. Si vous dites bonjour à un grand cabinet d'experts comptables à Paris, ben, ça coûte peut-être 2 000 euros pour leur dire bonjour. Ce que je veux dire par là, c'est que les grands cabinets sont réputés pour avoir une structure tarifaire qui souvent s'adresse à des grandes sociétés et non pas aux petits entrepreneurs qui commencent. Et ça, bon, c'est pour ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui… Nous, dans notre cas, nous, c'est un tarif qui est fixe. Et puis, voici par exemple, nous, les honoraires de Corpomax, c'est 1 250 $, ben 1 249 $. OK, bon. Déposer une marque dans une classe. Toujours avec les frais de classe à part. Alors, exemple, une classe aux États-Unis, les frais gouvernementaux, c'est 275 $ par classe. Alors, c'est à une classe, c'est pas compliqué, mais c'est à 5 classes. C'est le même prix qu'en France, c'est marrant. Même le C'est prix ça. de ton forfait, c'est le même prix. C'est ça. Au Canada, c'est différent. Vois-tu, je pense que c'est 330 $ canadiens pour les deux premières. Excuse-moi s'il y a eu un bruit là, j'ai accroché le micro. Alors, ça dépend. Je te dirais que ça dépend vraiment des pays. Mais aux États-Unis, c'est ça, c'est 275 $ frais gouvernementaux par classe. Et quand c'est une marque projetée, c'est-à-dire quand on dépose la marque et qu'elle n'est pas encore utilisée aux États-Unis, mais à ce moment-là, il y a un frais gouvernemental de 100 $ payable à la fin du processus, immédiatement avant l'émission du certificat d'enregistrement. Et donc, Alors, tu ça, disais, donc, quand on le dépose, il faut attendre 6-12 mois, c'est ça, pour confirmer que c'est généralement, on a le premier rapport d'examinateur environ 3 à 4 mois après le dépôt. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, le USPTO est d'une efficacité absolument redoutable au niveau du traitement des dossiers de marque. Et moi, et je ne peux pas comparer avec d'autres. Je peux comparer avec le Canada, oui, mais je ne peux pas comparer avec les autres juridictions.
Il y a vraiment une grosse différence entre le Canada et les États-Unis, malheureusement. Au Canada, si une marque est déposée, elle est remise à un examinateur 2 ans après. Aux États-Unis, c'est 3 mois après. Alors, grosse différence. Le Canada est plus vite que les États-Unis, par contre, c'est que pour capturer notre paiement par carte, ils sont beaucoup plus vite que les Américains. Mais c'est la seule différence, je te dirais, la seule différence au niveau paiement. Est-ce que dans les clients que tu as eu, excuse-moi de te couper encore, parce que là j'ai pensé à une marque, en plus que j'ai contacté aujourd'hui pour autre chose, mais il y a souvent des marques françaises comme on n'a pas, à part nos startups, les startups ont plutôt l'esprit maintenant anglo-saxon, donc dès qu'elles créent souvent les jeunes entreprises françaises startups prennent un nom anglo-saxon, est-ce qu'elles savent très bien qu'elles vont aller sur le marché américain et mondial, donc c'est logique d'avoir un nom anglo-saxon et le .com et le .net s'il le faut. Mais quand on est une marque un peu de luxe, un peu à l'ancienne française où on a un nom français, est-ce que tu conseilles de changer le nom de la marque parce qu'il faut avoir une sonorité anglo-saxonne ou garder son nom français même s'il n'est pas prononçable? Très intéressant comme question et je vais te dire oui et non. Regarde bien, regarde bien. Cirque du Soleil a fait une fortune aux États-Unis avec le nom Cirque du Soleil. Par contre, vous dites le yaourt, moi j'ai le yogourt, mais le yaourt Danone, en France, c'est c'est D-A-N-O-N-E. Aux États-Unis, c'est D-A-N-N-O-N. Et c'est la même société, là. C'est la même société. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû faire des études de marché et ils ont dû réaliser que D-A-N-N-O-N sonnait beaucoup plus américain que D-A-N-O-N-E. Encore là, ça dépend. Ça dépend. Alors, vois-tu, l'exorcisme a aussi sa place. Cirque du Soleil, c'en est la preuve, mais il y a d'autres marques aussi qui fonctionnent Non, bien mais aux je pensais États-Unis. à Vente Privée, qui est une grosse société française qui a tenté les États-Unis, qui s'est cassé les dents, on va dire, qui a quand même changé son nom en VP, qui passe mieux, c'est vrai. VP, ça fait quand même mieux. C'est écrit V-E-E-P-E-E, mais en anglais, ça fait Pi, un I. Et en fin de compte, ça passe mieux dans le monde et maintenant, ils ont tout changé quasiment en VP. C'est vrai que le nom est plus soft, enfin, plus fun que de Vente Oui, Privée. Voilà. c'est sûr, c'est une chose à considérer. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est que les Américains sont nationalistes 365 jours par année. OK? Tout à fait. Au Québec, les gens sont nationalistes soit le 24 juin ou le 1er juillet, tout dépendant de leur allégeance. En France, je sais qu'il y a le 14 juillet, peut-être vous êtes nationalistes beaucoup plus. Mais les Américains, eux, c'est cette année 366 jours, hein, c'est bissextile, mais ils sont d'un nationalisme exacerbé. Et c'est pour ça qu'avant d'acheter à l'étranger, ils vont toujours acheter américain. Il faut comprendre qu'ils se foutent carrément de votre accent. Pour eux, ça n'a aucune importance. J'avais croisé quelqu'un à New York qui m'avait dit, vous savez, à New York, on a 6 millions d'accents différents. Alors, votre accent, on s'en fout. Est-ce que vous nous comprenez? Est-ce qu'on vous comprend? C'est la seule chose qui leur importe. Alors, c'est pour ça. Mais ils vont acheter américain. Ils vont acheter d'une société américaine. Ils vont acheter des produits d'une société américaine. Qu'ils soient fabriqués aux États-Unis ou pas, c'est pas tellement grave, mais ils vont acheter d'une société américaine qui a une adresse aux États-Unis, qui a un numéro de téléphone américain. Vous appelez ça un numéro vert, donc un numéro sans frais, toll-free number. Alors, ils vont être heureux à ce moment-là. Alors, les produits peuvent venir de l'étranger, mais s'ils sont vendus par la société américaine, il n'y a pas de souci. Et pour répondre à ta question, encore là, je pense que ça dépend. Ça dépend de la marque, ça dépend de bien des choses. Il faut s'adapter à son marché, tout simplement. Alors, Danone est un exemple. Par contre, Cirque du Soleil a fait sa marque. C'est pour ça que ce n'est pas facile de répondre à ces questions-là. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, c'est toujours au cas par cas, quoi. Il faut vraiment bien Oui, réfléchir. regarde Volkswagen. Volkswagen, c'est un mot allemand qui veut dire automobile du peuple. Hein? Alors donc, ça fonctionne aux États-Unis, Volkswagen. Pourtant, c'est purement une langue étrangère. Ça dépend. Moi, je suis beaucoup pour respecter la marque. Et c'est pour ça qu'en créant vous-même votre marque, notamment grâce à Google Traduction, qui va vous aider à trouver des mots, à traduire vos mots français en latin, par exemple, etc., et en jouant des combinaisons. Et ça vous permet de trouver des noms de domaine plus facilement quand les mots sont créés. Et c'est pour ça que la sonorité est Et importante. en plus, des fois, bizarrement, la marque, comme ce qui m'est arrivé moi et plein de gens, la marque va être déterminée parce que par chance, tu vas trouver le nom de domaine, tu en auras marre de chercher. Tu dis, bon, j'ai le nom de domaine, je garde cette marque-là. Tu auras plusieurs marques, mais quand tu trouves le nom de domaine, après, tu dis, c'est un signe qu'il faut prendre cette marque-là entre parenthèses. Oui, exactement. Parfois. Et c'est intéressant parce que même ceux qui vendent les noms de domaine vendent des noms de domaine existants, OK? Et ça donne des idées. Alors, c'est pour ça que
Non, je te dis, Corpomax, aujourd'hui, c'est toujours Corpomax. Ça a commencé, ben, j'ai cherché le nom, mais après ça, tout de suite, j'ai vérifié le nom de domaine avant de vérifier si le nom de la société était disponible. Bon, c'était pas la même période, hein. Je pense que maintenant, c'est Oui, plus non, compliqué. tu as raison, mais même à ça, tu sais, il n'y a pas de meilleure période hein, pour être un entrepreneur et pour Non, se c'est qu'à lancer l'époque, et pour trouver un nom. en 2099, les noms de domaine, il y avait quelques fous, mais bon, il y avait moins de monde sur le marché. Maintenant, le nom de domaine, c'est compliqué. Il y en a beaucoup. Il y a plus de 3 milliards de sites au monde, je crois. Et à l'époque, il y en avait un peu moins, mais bon, Tu as raison, tu as raison, mais ça reste toujours compliqué en tous les cas. ouais. Et Tu as comme raison, je suis un mais le conseil que je entrepreneur, donne aux gens aussi dans mon livre numéro 2, c'est de ne pas prendre de nom de domaine en net, point net. Si le point .com n'est pas libre, ne le prenez pas. Point la ligne. Ça, c'est mon conseil. Les gens font ce qu'ils veulent. c'est marrant. En contre, le David Shelley, qui est mon expert, dit pas le contraire, parce qu'il dit que le point net, avant le point com, et qui dit qu'il faut quand même prendre le point net si on l'a. Mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir le point com. Parce qu'à un moment, ils ont fait le point co, mais le point co n'a pas si bien marché que ça, je trouve. Et puis, ça Tu as dépend. raison. Point .co, tu as raison. Point US ne donne rien. Point .fr est important. Point .ca est important. Nous, Point, point, point US donne rien. il y a le point IO aussi qui marche bien quand on est dans la tech. Ouais. .io. Donc, je sais pas si ça marche. Oui, IO, oui, ça marche, ça. Oui, c'est bon, Ça ça. marche pas mal. Bon, après, pareil aussi, il faut aller voir un expert s'il faut dans le domaine et chercher, parce que voilà, aller voir un expert dans chaque domaine. Oui, mais Avant ça de coûte de finir, l'argent, ça. Les gens peuvent quand même, le cerveau, on a un cerveau, il faut s'en ils vont servir. écouter mon épisode, ils vont voir, il y a plein d'informations. Donc, Vincent, est-ce que tu as d'autres informations avant que je te pose les 5 questions que je pose à tous les entrepreneurs avant de finir? D'autres trucs que tu veux rajouter sur la marque ou sur la création que j'ai oublié de poser? Je trouve pas que j'ai assez parlé. Non, je t'ai dit 2 heures, moi j'ai le temps, hein. Moi, Non, mais écoute, moi, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est que, premièrement, et ça, je le dis aussi dans mon livre, c'est dans un de mes livres, c'est il n'y a pas de meilleur moment, et je pense que tu peux le confirmer, Thierry, il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer. Il ne faut tout à pas fait. attendre la fin de l'été, il ne faut pas attendre la fin de l'hiver, il ne faut pas attendre que, je ne sais pas moi, que l'épouse ait accouché ou peu importe. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre la fin de la pandémie. Un entrepreneur, s'il est prêt, il se lance. Tout à fait. Alors, Je suis d'accord avec toi. moi, ça, c'est vraiment ça à retenir. Il ne faut pas avoir peur. Et je te donne une petite chose. Les gens qui ont un compte de banque, exemple chez Bank of America, hein, les Français, et c'est normal, vous, les Français, vous ne parlez pas anglais nécessairement tous les jours. Vous mêlez des mots anglais pour bien paraître dans les conversations. Là, je vous connais, vous, les Français. Mais moi, je viens du village d'Astérix. Hein. Au Québec, on se battait contre l'envahisseur anglophone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les grandes banques américaines ont un service d'interprète en 2 minutes. Alors, tu appelles à ta banque américaine et tu as juste les mots magiques à retenir, c'est-à-dire I need a French interpreter. Alors, j'ai besoin d'un interprète francophone. En 3 minutes, 2, 3 minutes, tu as un interprète francophone qui arrive sur la ligne immédiatement. Et ça, ce n'est pas su. Parce que les grandes banques ne veulent absolument pas que vous le sachiez parce que ça leur coûte de l'argent, etc. Mais ça existe. Alors, les grandes banques américaines, tu as juste à dire I need a French interpreter et tu as un interprète francophone qui arrive sur la ligne. Et combien de fois j'ai donné ce conseil-là à mes clients français ou francophones et combien de fois après ça, ils m'ont dit Vincent, fantastique, ça a été réglé parce qu'ils ont parlé dans leur langue. Tout Grâce à toi, simplement. maintenant, tout le monde va appeler demain. Pour tester. Bon, ben, dans tout cas, je mettrai donc tous les liens. Et donc, ouais, n'hésitez pas à vous lancer, hein. Moi, par exemple, là, on est au mois d'octobre. J'ai créé 4 jours après le Covid, je crois. J'ai créé le 22 mars 2020. Et Bon, voilà. Et voilà. le projet était là d'avant, c'était février, mais comme j'ai eu des problèmes avec la banque, donc j'ai dû décaler. Je commence que maintenant, donc j'ai eu que des galères depuis le début de l'année sur Amazon, mais bon, c'est pas grave, on continue. Mais voilà, et ça n'empêche pas de créer, mais bon, ça veut pas dire que c'est facile. Donc, je mettrai tous les liens. Donc, avant donc de finir, Vincent, je vais te poser 5 questions. Donc, la première qui va te paraître bizarre, parce que ça fait 19 ans que tu es dans ta société. Quel est le business dont tu rêves, à part celui que tu fais actuellement? Je suis transcendé par Corpomax. Et ce n'est pas une question d'argent. Je te dis, tous les matins, je me lève et je remercie le bon Dieu de travailler pour Corpomax. Et sais-tu quoi, Thierry? Dans mon vocabulaire, le mot retraite n'existe pas. Ah, un vrai Ça, entrepreneur. et ça, je te dis là, ça n'existe absolument pas. Je vais toujours travailler pour Corpomax. En plus, Toujours, tu toujours, bosses en toujours. famille, donc ouais, c'est pas mal. Oui, exact. Alors, même quand je suis à distance, j'adore cette société-là. J'adore gagner ma vie en langue française. N'oublie pas, je travaille aussi avec ma famille on est au service des entrepreneurs. Et c'est pour ça que les 3 livres, c'est même pas pour faire de l'argent, ces livres-là. Hein.
Et ces livres-là, là, écoute, les prix sont beaucoup moins chers que ce qui devait être établi au début. Et parfait, les Français, vous, les Français, vous achetez peu digital. Hein, vous achetez surtout vous avez besoin de toucher. Vous êtes des toucheux, vous, les Français. Vous avez besoin de serrer la main, vous avez besoin de toucher. Alors là, Enfin, là, on a un peu arrêté, malheureusement. Oui, ouais. Mais là, vous avez un produit que vous allez pouvoir toucher. Alors, c'est pour ça, à prix très, très faible quand même. Tout ça pour te dire quoi? C'est que ces livres-là ont été lancés pour aider les entrepreneurs. C'est sûr, si les gens viennent chez Corpomax ensuite, je vais être le plus heureux. Mais le but, c'est de les aider. Qu'ils aillent voir ailleurs, c'est pas grave. Au moins, ils auront l'information de qualité, appuyée par des témoignages importants. Et là, après ça, ils sauront un peu plus comment se débrouiller en tant qu'entrepreneur qui veut faire affaire via une société américaine. Alors, pour répondre à ta question, ouais. Moi, à part Corpomax et regarder des séries sur Netflix, là, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. OK. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Encore là. Corpomax. Corpomax, oui, Corpomax. J'ai lancé une autre société en 1995. J'ai bâti des modèles des modèles de contrats hein, qui sont toujours en vente. C'est jurifax.com. Alors, tu vois, hein, Jurifax, Corpomax, hein, le titre reste dans la même catégorie. Et ça a bien fonctionné, mais c'est vraiment Corpomax où j'ai vraiment réalisé mon bonheur en tant qu'entrepreneur. OK. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Je pense que sais-tu quoi? C'est intéressant comme question. J'avais dit, je pense que je ne sais pas si on est entrepreneur ou pas. Je ne sais pas si quand je suis né, je l'étais. Je ne pense pas. Je pense qu'on peut devenir entrepreneur. Et je pense que cette pandémie-là va faire réfléchir beaucoup, beaucoup de gens. Je pense que c'est quand tu t'aperçois que tu travailles pour un patron qui est moins intelligent que toi. Ça, tu te dis, ben écoute, et il y a des cas où tu peux très bien surpasser le patron. Ça dépend aussi de ta résistance au risque. Alors, s'il y a des gens qui ont besoin d'un confort financier, moi, j'ai quitté le Québec, j'ai vendu ma maison, je n'ai pas fait de profit, j'ai vendu mon bureau d'avocat, je suis parti aux États-Unis et j'avais rien devant moi. J'avais Jurifax. Alors, Jurifax, je travaillais de la maison dans Jurifax, mais ça ne rentrait pas beaucoup d'argent. Et à un moment donné, en 2001, là, j'ai eu l'idée de Corpomax. Et encore là, j'ai commencé avec très peu d'argent et tout. Et là, ça grossit, ça grossit. Tout ça pour te dire, je pense qu'il faut qu'il y ait une résistance au risque. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et l'immense avantage d'être un entrepreneur, c'est que oui, il y a des moments qui vont être difficiles, mais c'est la joie quand ça fonctionne. Et même si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Vous allez avoir appris. Imagine-toi tout ce que j'ai appris pendant les 4 dernières années à écrire ces bouquins-là. J'ai créé une société d'édition de livres uniquement pour mes 3 livres. Donc, j'ai une société qui s'appelle Corpomax Publishing, qui est uniquement pour mes 3 livres. Mais tout ce que j'ai appris en créant ces livres-là, là, je suis en train de faire la version audio. Alors, la version audio, je l'ai fait avec mon fils. Alors, moi, j'ai fait la version française, mon fiston a fait la version anglaise. Son anglais est beaucoup mieux que le mien, n'est-ce pas? Alors donc, c'était une extraordinaire relation père-fils pendant 6 semaines pour faire la version audio de ces livres-là qui va être disponible bientôt sur Audible et ailleurs. Alors, c'est d'apprendre. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui adore apprendre. Alors, si vous aimez apprendre, vous êtes un entrepreneur. Si vous n'aimez pas, et je suis sûr, Thierry, que toi, tu adores apprendre, que tu apprends tous les jours. Et je pense que cette curiosité-là qui doit animer les entrepreneurs. Pendant que tu parlais, j'ai un grand sourire. Je me disais, en fin de compte, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs. Il y a des trucs qui étaient très intéressants, mais comme tu l'as décrit là, je pense que je ne l'ai jamais eu aussi bien. En plus, en général, je me suis dit, peut-être qu'il ne va pas comprendre ce que je dis, parce que le tiers de mes invités ne comprennent pas la question. Peut-être que je la pose mal aussi, c'est peut-être ma faute. Non, Et pas de la fait dont tu l'as clair. décrite, c'est vraiment ça, le fait d'apprendre. Après, il y a plein de choses dans le pourquoi, savoir vendre et autres, mais c'est vrai que Oui. comme tu l'as décrit là, je pense que c'est le top. Donc, grand merci. Je pense que tous ceux qui étaient entrepreneurs, qui ont eu des galères, qui n'ont peut-être pas gagné d'argent, comme c'est arrivé sur des boîtes, mais ont compris l'intérêt se rappelle que l'entrepreneur, c'est pas que l'argent, c'est aussi apprendre des choses, avancer, galérer. Exactement. Et puis ne pas avoir de regrets dans son lit de mort, dire voilà, je l'ai pas fait. Nous, on l'aura fait, même si on n'a pas réussi, mais on l'aura fait. Voilà, De toute façon, on ne juge pas un homme sur la façon dont il tombe. On juge un homme sur la façon dont il se relève. Tout à fait. Ben, grand merci Quand pour j'ai cette un homme, bien sûr, définition. mesdames, c'est pas juste les hommes. Hein. Surtout les dames. C'est tous les entrepreneurs. Et ça, c'est une autre chose. Laisse-moi juste te dire une petite chose. Oui. Les entrepreneurs, les dames, OK?
Euh, Tu sais, moi, je viens d'un endroit, le Québec, où l'égalité homme-femme est vraiment respectée et du moins est vraiment favorisée et tout. Et c'est ce que je dis aux entrepreneurs et surtout aux dames qui font affaire avec Corpomax. Et je fais très attention dans ma façon de m'adresser aux dames. Pourquoi? Parce que je ne dis pas mon petit, je ne dis pas. Exemple en France. En France, vous ne dites pas une avocate. J'ai des amis avocates en France et qui se nomment, je ne sais pas moi, disons Barbara Gogo Pro, admettons, avocat. Et ça, moi, personnellement, je n'en reviens pas qu'une avocate soit obligée d'indiquer avocat sur son site web. Alors, tandis que nous, tout est féminisé au Québec. Alors, nous, chez Corpomax, quand je parle à une dame, c'est exactement comme quand je parle à un homme. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence parce qu'elle est jeune ou parce qu'elle est moins jeune, parce qu'elle est blonde ou parce qu'elle est brune. Il n'y a aucune différence. Et c'est pour ça que ça, c'est absolument crucial. Et les bonnes idées ne sont pas l'apanage des hommes, elles sont l'apanage des gens qui veulent faire des affaires, que ce soit des hommes ou des femmes ou des personnes transgenres. Chez Corpomax, moi, c'est vraiment une mission qu'on s'est donnée. Il n'y a aucune discrimination. Et c'est sûr qu'on est une petite organisation, mais c'est comme ça qu'on a bâti Corpomax. Il n'y a aucune discrimination envers qui que ce soit. Ok. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Mais disons que je te dis ça de façon complètement désintéressée, Thierry, mais, À mais part je le tien, pense... j'aurais dû préciser. D'accord. Et c'est une excellente question. C'est fou, hein? J'ai passé ma vie à lire et maintenant, j'adore regarder des vidéos pour apprendre, pour apprendre. J'ai énormément appris avec YouTube. J'ai énormément appris avec des sites comme Udemy. En tout cas, aux États-Unis, il y a Non, udemy.com. on connaît bien, ouais. Vous connaissez, parfait, excellent. Oui, c'est vrai. Il y a Udemy, il y a un site comme, il y avait lynda.com Ça qui a appartient été à acheté à LinkedIn, ouais. LinkedIn, Ouais. qui appartient à Microsoft. Alors, c'est pour ça que j'ai énormément appris avec ça. Le site web de Corpomax, je l'ai fait de A à Y parce que j'ai eu l'aide aussi d'une de mes amies qui est graphiste. Alors, donc, elle a fait beaucoup le code et tout, mais j'avais fait la première version. Après ça, elle me l'a mis. Alors, disons, si je veux changer quelque chose à 3 heures du matin, je peux le faire moi-même. C'est ça que ça veut dire. Ouais, donne-moi donc alors Il n'y a pas de livre en tant que tel. Je ne pense pas à un livre en tant que tel. De toute façon, les gens lisent beaucoup moins qu'avant. Mais c'est difficile. Je ne me rappelle pas d'avoir lu un livre qui m'a vraiment marqué. Par contre, je suis un amateur de biographie. Un livre qui m'a marqué, oui. Ouais, il y en a un, mais là, vous ne le lirez pas parce que c'est un livre qui est trop vieux. Mais je pense en 1975, bon, la majorité des gens qui nous écoutent n'étaient pas nés, mais en 1975, il y a Bill Gates qui avait écrit un livre. Je pense que ça s'appelait La route du futur. Je ne suis pas sûr, mais c'est vague dans mon esprit. La route du Et futur. il avait dit qu'un jour, les sociétés seraient toutes égales, du moins sur un écran d'ordinateur. Et il avait vraiment raison. Il avait vraiment raison. Parce que c'est sûr que Microsoft, c'est plus gros que Corpomax, hein, on s'entend. Mais Microsoft, c'est un nom de domaine. Corpomax, c'est un nom de domaine. L'écran sur lequel les gens vont regarder le site de Corpomax, c'est la même grosseur que ceux qui vont regarder Microsoft. Le reste, c'est du marketing, la publicité et tout. Mais tout ça pour dire que la chance existe pour tous. Alors, je ne peux pas répondre à ta question que je n'ai pas oubliée, Thierry. C'est quel est le livre à Si tu as lire? répondu, parce qu'en plus, j'ai googlé, donc c'est marqué, ouais, la route du La futur. route du Ouais. futur. Et il avait raison, il avait raison. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui, écoute, exemple, Warren Buffett, écoute, 89 ans, le deuxième, troisième homme le plus riche au monde, mais sans doute le plus grand au niveau de l'humilité. C'est un homme absolument fabuleux, extraordinaire, qui vit encore dans une maison toute simple, qui conduit une voiture toute simple, qui est immensément riche, mais d'une humilité extraordinaire. Alors, tout ce qui pourrait se rapprocher de Warren Buffett, tout ce qui pourrait se rapprocher de Bill Gates, hein, qui maintenant consacre sa vie à aider son prochain avec sa fondation, Melinda et Bill Gates, la fondation. Alors, pour répondre à ta question, et je viens d'avoir un flash, si les entrepreneurs, si quelqu'un veut vraiment se développer comme entrepreneur, il doit regarder ce que d'autres entrepreneurs ont fait.
Et s'il y a une chose qu'ils devraient regarder, entre autres, c'est TED. Aux États-Unis, c'est TED, TED.com. Il y a l'équivalent en France. Si, ouais, c'est très connu. Il y a une chaîne Mais YouTube de c'est 3 minutes. ça, exactement. Mais ça, J'attends il toujours y qu'il a. m'invite, hein, mais bon. Ben oui, mais ça, tu sais que tu peux faire une demande, hein? Il faut juste que Ouais, tu te prépares un je peu. sais. Mais Ça. faut que je me réveille un peu. Mais j'ai le projet de faire ça peut-être avec mon fils, peut-être un jour, on verra. Mais entre-temps, il y a des entrepreneurs sur ça qui sont absolument fabuleux, euh, mais il faut faire attention à ceux qui parlent beaucoup et qui n'agissent pas beaucoup. Hein? Il y en a certains comme ça, on en connaît aux États-Unis, on en connaît un en particulier que je ne nommerai pas, mais qui parle beaucoup. Il faut faire attention à ceux. Là, vous allez me dire, oui, mais toi, tu parles beaucoup. C'est vrai, mais je suis invité par Thierry pour parler beaucoup. Mais sinon, je suis un homme de peu de mots et mon épouse ne me croit pas. Alors, tout ça pour vous dire que inspirez-vous des autres entrepreneurs, comme je me suis inspiré de Bill Gates en 1975. Inspirez-vous c'est 1975 ou 1995? C'est vague. C'est peut-être 95 qui a lancé son livre. Thierry, tu pourras confirmer le livre. Mais quoi qu'il en soit, c'est que ça, c'est un livre qui m'a marqué. Je lis beaucoup de biographies. Comme là, je compte les jours jusqu'à ce qu'on puisse mettre la main sur la biographie de Barack Obama. Hein, c'est vers le 15 novembre, qui sort en 28 langues à travers le monde. Je vais être un des premiers acheteurs. Alors, ça m'inspire. Les grands de ce monde m'inspirent quand ils ont des choses intelligentes à dire, mais surtout avec une dose d'humilité. Et ça, l'humilité, ça n'a jamais tué personne. Je connais personne qui est mort d'avoir été trop humble. Mais il y a des grands bâtisseurs et je m'inspire de ces grands bâtisseurs. Bill Gates en est un. Steve Jobs, malgré son caractère de cochon, en est un. Warren Buffett. Alors, ces gens-là qui ont bâti. Vous savez, qui sont sortis de Richard Branson de Virgin. Tu me parlais tout à l'heure des solutions alternatives aux banques. Et entre autres, il ne faut pas oublier justement les fintechs. Une pour laquelle j'ai beaucoup de respect, c'est TransferWise, qui fonctionne excessivement bien. Et on a plusieurs clients qui ont des comptes, entre guillemets, bancaires chez TransferWise. Alors, c'est pour ça. Il y a plusieurs solutions. Mais pour répondre à ta question, il faut toujours revenir à la question de Thierry. Non, mais moi, j'ai noté hein, la route du futur, Bill Gates. Je ne connaissais même pas. J'avais jamais entendu quelqu'un qui C'est m'a ça. cité. Mais là, Donc, c'est sûr et que. j'ai vu qu'en plus, c'est disponible en PDF sur Internet. Donc, voilà. Bon, en plus, vois-tu, alors c'est pour ça que c'est sûr qu'il y a des livres qui datent un peu. Ben, la Bible date de beaucoup aussi. Alors, Non, donc, mais c'est c'est pour pas ça grave. que. Hein. Mais venant de Bill Gates, c'est quand même quelqu'un qui a bâti quelque chose. Alors, c'est pour ça que je regarde toujours le message, je regarde le messager, et quand la combinaison des deux est intéressante, j'achète le livre. Alors, c'est pour ça que c'est ça que je recommanderais. Et TED est très bien. Il y a des TED français qui sont très, très, très bien. Alors donc, ceux qui avancent, hein, ceux qui créent, ceux qui se dépassent, ceux qui sont différents, la différence fait peur. La différence fait qu'à l'école, souvent, on est maltraité par ses collègues, ses congénères. Mais c'est ce qui fait, c'est peut-être votre différence en tant qu'entrepreneur qui va faire que vous allez bâtir quelque chose d'unique, d'exceptionnel. Alors, il ne faut pas avoir peur d'être différent, voyez-vous, tout simplement. OK. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais gêné par mon accent. Imagine-toi comme c'est ridicule. J'étais gêné par mon accent. Et c'est justement après avoir rencontré cette personne-là à New York que j'ai cessé d'être gêné par mon accent et que j'ai compris que l'accent, c'est ma signature comme être humain. Tout simplement. Et là, maintenant, quand je m'adresse à un Américain et que l'Américain comprend que je le comprends. Non, mais surtout, comme tu as dit, parce que moi, j'ai souvent été dernièrement à Las Vegas et à New York pour le business, pour les séminaires. Et les Américains, surtout en tant que Français, ils sont contents qu'on parle leur langue parce qu'eux-mêmes ne parlent pas d'autre langue, malheureusement. Et donc, ils sont contents qu'on fasse l'effort. Et puis voilà, après, l'accent, ils n'en ont rien à faire. Hein. Ils n'en ont rien à foutre de l'accent. Et c'est pour ça. Et même c'est un avantage. Tout à Des fait. fois, quand j'appelle pour que le shuttle, hein, que le voyagiste vienne me chercher parce que ma Honda est en train de se faire réparer, là, pour eux, je suis uniquement un nom sur une liste. Ben là, ils m'appellent Mr. Allard. Where do I have to pick you up today? Je leur dis, I am the French Où est-ce que guy. je dois vous récupérer? Oh, yes, the French guy. Où est-ce que je dois vous récupérer? Parce qu'il faut que je traduise quand même. Oui, absolument. Alors, là, ils me disent, oui, vous êtes you are the French guy. Vous êtes le gars français. Alors maintenant, je suis reconnu comme celui qui a un accent. Et c'est drôle, Thierry. Hein, on termine avec ça si tu veux, mais c'est drôle parce que j'ai habité 6 ans en France. Oui, j'ai habité 3 ans à Carry-le-Rouet
qui était près de Marseille. Et j'ai habité 3 ans au Vésinet, qui est, je pense, pas loin de Paris. Donc, j'allais à Marseille et j'allais à l'école communale de Carry-le-Rouet et j'avais l'accent marseillais absolument parfait. J'étais tout jeune. Alors, Marius et César, la bouillabaisse et tout. Bon, alors là, je reviens au Canada. Mais on me disait maudit Canadien parce que j'avais un accent. Au début, j'avais un accent québécois. Alors, j'arrive en France, maudit Canadien. Je retourne à l'école. Je retourne au Québec. Je retourne à l'école au Québec. On me dit maudit français. Parce que là, je suis rendu avec l'accent français. Et là, j'habite aux États-Unis avec l'accent québécois. Autrement dit, je vais être reconnu comme l'homme qui est passé sur la Terre avec un accent, tout simplement. Mais c'est notre signature comme être humain et il semble que je ne le perdrai jamais, tout simplement. Tu as raison, reste comme t'es. Et je pense que les gens, on a fait un long podcast, donc vont t'apprécier pour ça. Donc, C'est gentil, Thierry. Tu as une dernière question, quand même, c'est la plus intéressante en général. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Tu sais quoi? C'est intéressant. Encore là, c'est intéressant comme question. J'aurais aimé ça être le meilleur buteur au hockey. J'aurais aimé ça être un chanteur rock avec une habileté pour la guitare. J'aurais aimé ça faire plein de choses. Comme disait Claude Dubois dans une de ses chansons, j'aurais voulu être un artiste. Il y a plein de choses dans le fond. Et tout ça, je pense, c'est relié à la curiosité. On est curieux, on veut apprendre, tout ça. Mais sais-tu quoi? J'aurais aimé ça être plus manuel, être capable de planter un clou plus facilement dans le mur. Malheureusement, moi, aux États-Unis, on dit phone book and checkbook. Donc, le bottin de téléphone et le chéquier, parce que sinon, je n'ai aucun talent au niveau manuel. Alors, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire ou être, mais je me complais dans qui je suis, je me complais dans ce que je fais. Et mon but, c'est d'être heureux et de rendre les gens autour de moi heureux, aussi bien ma famille que les entrepreneurs. Et au bout de la ligne, je veux juste le bonheur, tout simplement. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important que le bonheur et l'amour. Là, vous allez me dire, bon, là, le philosophe québécois, mais arrêtez-vous. Vous êtes en pleine pandémie. Prenez le temps de réfléchir. Réfléchissez. Le bonheur. Je me lève le matin et je suis heureux d'être en vie. Je suis heureux de ne pas être malade. Je suis heureux que mes enfants soient en santé. Je suis heureux. Et je me couche le soir. Toute la journée, on fait plein de choses. On se couche le soir et on se dit, je suis toujours en vie, je ne suis toujours pas malade, mes enfants sont toujours en santé. Et c'est une autre journée. Alors, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est l'amour de ce qu'on fait, l'amour de la famille, etc. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Alors, ce que j'aurais aimé être, je suis heureux de qui je suis, mais j'aurais aimé être tant d'autres personnages que je suis. Malheureusement, au hockey, je n'ai aucun avenir, même quand j'étais jeune. Alors, on a chacun nos limites, mais on a chacun nos compétences, on a chacun nos forces. Il s'agit de les trouver, tout simplement. Donc, je suis bien content parce que Vincent, on a encore fini. On est parti plutôt sur la création aux États-Unis, business, et on a fini en pleine gratitude. Et moi, en général, je commence ma journée comme ça. Alors, je commence ma journée en disant que j'ai tout ça parce que des fois, il y a des gens qui se plaignent. Ce qui m'arrive aussi, je me suis plaint aujourd'hui parce que j'ai une mauvaise journée, mais je me lève le matin en disant voilà, j'ai une femme, j'ai mes enfants. Donc merci aussi d'avoir fini sur ce qui est bien, le développement personnel et la gratitude. Donc là, je pense merci de m'avoir invité, Thierry. Merci parce que tu sais, c'est la première fois que je fais un podcast, la première fois de ma vie. Mais peut-être qu'après ceux qui vont m'avoir écouté ne voudront jamais m'inviter sur un podcast parce que je parle trop. C'est possible, mais c'est pas grave. Toute ma vie, je vais me rappeler que le premier podcast, c'était avec Thierry Henry. Merci. En plus, on avait dit 2 heures, donc on a même fait un peu moins, tu vois. Donc voilà. Donc, et je préviendrai l'audience, mais ils aiment bien en général les podcasts longs, sinon ils l'écouteront plusieurs fois. Et les bonnes infos étaient là, donc merci, tu as donné vraiment plein d'informations. Donc ceux qui avaient un projet pour aller aux États-Unis, eh ben là, je pense qu'ils sont motivés et ils vont t'appeler juste après. Donc Vincent, je mets tous les éléments et puis je te dis à bientôt. Merci du plaisir. Et à tes auditeurs, si jamais vous passez dans le coin du Delaware, venez prendre un café. Voilà, à bientôt. Bientôt. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.